Vous savez que normalement j'aurais pu immobiliser le véhicule. Oh ouais, il est chaud. Et du coup, en gros, je suis là et tout. Et il me dit, vous avez pas 6000? Il y a mon pote, il trouve une lettre sous ma porte. Je lui dis mais vas-y dis-moi parce que je commence à stresser là tu vois. Et là j'apprends que je viens de me faire perquisitionner mon appartement. Dès que j'ai commencé à faire de l'argent avec toi Marvin, il y avait une voiture dont je te parlais tout le temps que je voulais m'acheter, c'était le vroom vroom. C'est la mine que je t'ai dit de surtout pas acheter cette voiture parce qu'elle est nulle. Mais du coup, j'achète quoi alors? Je suis à 6000 km, je sais même pas si quand je vais rentrer on va m'arrêter à la douane ou si je vais pouvoir passer tu vois et rentrer chez moi tranquille. Il se met derrière la voiture. Et puis là, le gars, il me regarde, il fait Puis il y a son collègue qui dit monsieur. Je dis oui. Il me dit mon collègue là-bas, il vous attend. Je dis bon, bah ok, ça va, j'y vais. Ça parle de vente de stupéfiants, Quoi drogue, parking, je comprends rien. Eh ben, écoute, dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit, mais j'ai été aussi en concert avec le roi. Et surtout, il y a un truc que les gens oublient, c'est que souvent on a tendance à penser que les affaires se font la semaine, alors que les affaires se font le week-end dans des maisons bord de lac à 10 ou 15 personnes, dans des clos très restreints, et c'est là qu'on fait les vraies affaires business. Direction le succès. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à l'épisode 3 du Ultra Cash. Et on est comme d'habitude avec Marvin et Mason. Comment Salut vous allez? comment tu vas? Très très bien, j'adore ton énergie Marvin. Bah écoute, j'ai Et- décidé de m'investir un peu plus dans l'énergie de ce podcast. Mais je vois, t'as même mis une belle tenue, fallait nous prévenir. Écoute, là j'étais dans le genre J'ai d'endroit. failli mettre un costume en plus. Ah ouais? Ouais je te jure. Sérieux? Je me suis dit non. Écoute, T'as dit Je vais non. pas- je vais pas les laisser comme ça. J'ai déjà rasé ma moustache, c'est déjà assez comme ça, pas on va besoin. parler de ta moustache aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé Mason, pourquoi t'as rasé ta moustache? J'ai acheté un nouveau rasoir, je me suis trompé. Tu t'es trompé entre Ouais, la j'ai barbe et la d'abord rasé moustache? un petit morceau et puis après bah Ah du coup, ouais. j'ai dû raser de l'autre côté. Puis c'est trop court. Ok, nice. Ben, comment vous allez Marvin? Ça Écoute, se passe bien? Super bien. Dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit et j'ai fait mon premier concert privé avec le roi. Mais la boîte de nuit, c'était aussi la première fois. Ouais. La même semaine, j'ai fait 2 trucs la première fois. Et là, ce dimanche, j'étais encore à un concert privé, décidément. Et ce qui est intéressant, tu vois, avec le temps, parce qu'on est sorti avec ma femme, on s'est dit la même chose. J'ai puré, on est vraiment nul en culture générale, quoi. Là-bas, ça parle d'art, ça parle de politique, ça parle de plein de choses, entre guillemets, de sujets sur lesquels nos milieux sociaux de base ne nous donnent même pas accès au genre d'informations. Et c'est là que tu sens le delta vraiment entre, tu sais, il y a avoir de l'argent et il y a vraiment avoir les notions de base et culturelles qui vont avec cet argent. Et là, il y a du travail, quoi. Ok, nice. Et c'était quoi ta première expérience en boîte de nuit? Comment tu t'es senti? Oh, franchement, éclaté au sol. Hein. Et Vraiment? les boîtes de nuit, c'est un truc pour les fous. Enfin, je sais pas si on peut partager la vidéo, mais on m'a montré une petite vidéo de toi qui sourit bêtement à la caméra en mode ouais, bah c'est pas foufou. Ah, en fait, tout est parti d'une. En fait, si tu veux, moi, j'ai qu'une parole. Mhm. Et du coup, il y a une membre de mon mastermind qui m'a dit écoute, ouais, j'aimerais bien aller au Sénégal. Et du coup, en gros, mais le 31, il faut qu'on sorte et qu'on fasse un truc. Je dis ok, ça va, tu vois. Et du coup, en fait, on s'est retrouvés, il n'y avait plus que ça. Et en gros, bah, du coup, on est resté, je crois, quoi, 1 heure, 2 heures Ouais, 1-2 heures. 1 ou 2 heures. Mais franchement, c'était un truc. Franchement, les boîtes de nuit, c'est vraiment un truc pour les gens qui sont Ah, fous. donc tu valides ton propos, boîte de nuit, non Ah merci. ouais, non, Eh, non. tu m'as quand alors, même dit alors, ouais, à la sortie mais laisse-moi mettre de la nuance. Donc, en gros, non. que je le vois venir Non, là. non. Parce Qu'on que, qu'on ouais. reste unanime là-dessus. Les gens qui pensent qu'ils vont rencontrer leur meuf en boîte de nuit, qui pensent qu'ils vont faire des affaires en boîte de nuit, qui pensent que les boîtes de nuit ont quelque chose de bon à leur apporter, pour moi, ils se trompent, on va dire 9 fois sur 10. Mais il y a un truc qui est intéressant avec les boîtes de nuit, et ça, c'est ce que j'ai partagé avec mes sons. J'ai dit, c'était cool d'écouter des chansons que j'écoute autre part que dans ma voiture ou dans mes Hmm. écouteurs. Donc voilà, dans une ambiance différente. Mais ça reste un truc pour les secpas, quoi. Tu t'es fait un pote Donc, aussi. voilà. Non. Un pote. Il y a un Non, mec- il est trop sympa Il y a, ce gars. ouais, il y a un bon. mec- il y a un mec qui était super gentil, qui m'a offert à boire. Donc voilà, Ok, c'est nice. sympa. Et toi, Voilà. Mason, comment tu vas? Ça s'est bien passé cette semaine? Ouais, ça c'est très bien passé. Juste, il m'est arrivé une petite dinguerie là que je vous raconterai. Ton Juste anecdote secrète. En fait, il faut que je vous explique. Ah oui, on regarde Mason ici, est en train de me teaser, moi personnellement et toute l'équipe ici depuis hier, Ah ouais sur une Mais je l'aurais anecdote. pas dit. Ah, Y a tu que l'aurais toi- pas dit Non, y a que toi qui sais. Ah, Mais ok. j'ai commencé à raconter un peu le début à Amine. Et Voilà. après, je lui ai dit, non, Ok. la suite, je te raconterai. un peu. Mais pour les gens, Mason expliquera l'anecdote à la fin de l'épisode. Donc restez jusqu'à la fin, soyez patients, comme moi je suis patient. Alors, cette semaine, elle s'est bien passée. Je sais que Mason, t'as lu un petit tweet qui t'a un peu embêté. Ah ouais. Tu Juste peux nous avant, le là. lire? Franchement, ça m'a vénère. C'est J'ai voulu quoi répondre au gars sur thread, mais en fait, j'ai pas l'énergie. Ça allait me prendre trop de temps, je vais devoir faire un truc structuré et tout. Je vais vous lire le tweet et comme ça, on va répondre. Ok, On va donner allons-y. notre avis là-dessus.
Alors, il y a Neozox qui dit Unpopular opinion, la réussite financière ou sociale tient plus de la chance, avoir été au bon endroit au bon moment, que du travail acharné. Si le travail payait tant que ça, alors la majorité des gens seraient riches et connus. Combien de travailleurs acharnés, que ce soit par choix ou pas obligation, dans ce monde, qui sont restés en bas de l'échelle sociale et pauvres? Allez voir ceux qui taffent 12 heures par jour, 6 jours sur 7 en usine, pour dire qu'ils bossent pas assez dur, et c'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres. Tu veux lui répondre quoi? Vas-y, qu'est-ce que tu veux Bah, dire? je sais pas, vous déjà, c'est quoi votre avis sur ce qu'il a dit là? En fait, les gens confondent travailler dur et travailler intelligemment. Voilà, j'allais dire pareil. Et en fait, si tu veux, ce qui paye le plus dans le monde en général, bah, déjà, c'est d'avoir une compétence rare, mais c'est surtout la prise de risque. Par exemple, tu vois, on va prendre l'exemple d'un footballeur. Le mec n'est pas payé parce il est payé, oui, parce qu'il joue bien au foot, mais pas que. Il est payé parce qu'en vrai, à un moment, ses parents et lui ont fait le choix que c'était l'école ou le foot. Donc ça, c'est une prise de risque qui est déjà énorme. Et après, derrière, il y a tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, tu es souvent payé à ta prise de risque. Et évidemment, après, il faut être bon dans le domaine. Mais quand tu es à l'usine, bah, tu prends zéro risque. Donc, tu es payé au prorata. Tu peux faire autant d'heures que tu veux. Il y a tellement de... En fait, tu es en concurrence avec tellement de gens qui sont prêts à faire la même chose que du coup, ton taux horaire est bas, quoi. Et je pense aussi que c'est un choix de vie. Et encore cette semaine, je parlais avec quelqu'un de ma famille. Et moi, j'ai toujours soif d'ascension. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours envie d'aller plus loin, plus haut, que ce soit socialement, financièrement, etc. Et je lui ai partagé, donc j'ai vu sa situation et je lui ai dit, mais tu sais que tu pourrais faire ça, tu pourrais agrandir ton truc. Nanana. Et lui m'a dit, ok, mais Amine, moi là, je suis bien et je suis très bien comme ça. Et si ça reste comme ça toute ma vie, c'est ok. Et c'est là où je me suis dit, en vrai, tout le monde n'a pas envie d'ascension et parfois, ben, des gens, ça ne les dérange pas de travailler à l'usine, d'avoir leur petit salaire et de vivre pépère. Et il en faut. Exactement. Et toi, Mason, tu voulais lui répondre quoi? Je sais pas, en fait, ce qui m'a énervé, c'est que le gars, pour lui, dans sa tête, il y a que 2 facteurs qui font la réussite de quelqu'un. Le travail et la chance. Et c'est tout. Mais Ouais, enfin... c'est des gros facteurs. Bah ouais, mais il y a plein d'autres facteurs. Enfin, déjà, Pourquoi l'opportunité dans laquelle tu te mets. Mm. Le marché actuellement, tu vois, enfin, l'intensité, il n'y a pas que l'intensité de travail, tu vois, lui il a mis que l'intensité, mais ouais, comme tu disais, il y a l'intelligence, comment tu vas travailler, avec qui tu vas travailler, enfin, il y a trop de facteurs qui déterminent le succès d'une Qu'est-ce qui fait que ça personne. t'a autant énervé? Je sais pas. Bah, parce que lui, et en plus, en fait, ce qui m'a plus énervé, c'est que j'ai regardé les commentaires, et il y a des gens qui lui ont dit des trucs plus ou moins pertinents, et le gars était resté borné dans son idée où, non, il n'y a que la chance qui paye, et tous les gens qui réussissent, c'est que de la chance, tu vois, genre... En fait, Ouais, je trouve qu'il y a un exemple. Il y a le facteur chance hein, qui est présent et c'est non négligeable. Mais il n'y a pas que ça qui joue. En fait, je trouve que le meilleur exemple que j'ai entendu cette semaine, c'est genre l'exemple de Aten Ben Arfa. Je sais pas pourquoi il est revenu dans mes TikTok et tout. Et en gros, le gars, ça montre que même quand tu es au bon moment, au bon endroit, avec le talent plus que nécessaire, parce que d'après Léon dit, c'est du niveau Messi, bah en fait, si t'es pas la bonne personne pour faire les actions et faire les bonnes actions et avoir le bon état d'esprit qui va avec, en fait, tu vas nulle part. Et je pense que c'est ça que les gens doivent retenir, c'est qu'en fait, oui, tu peux avoir le talent, les compétences, mais si t'es pas la bonne personne, ça marche pas. Donc en fait, peut-être qu'il faut de la chance, ça c'est sûr, mais je pense que vraiment, 80% du temps, c'est de l'acharnement, quoi. Mhm. C'est rare quand tu vois des gens, à part dans le sport, ou alors à des niveaux de réussite qui sont exceptionnels. C'est clair que si tu prends le top 5% des entrepreneurs, c'est des gens qui ont énormément de talent et qui ont eu beaucoup de chance. Mais si tu prends le 95%, bah derrière, en gros, bah c'est des gens tout à fait normaux et qui en fait étaient juste acharnés de travail. Dans le foot, comme tu parlais, il y a quelque chose d'important, c'est le comportement. Et à Temba Merfa, par exemple, tu m'as parlé de foot, sympa. Mais, On a lancé Amine, là. Non, mais le vrai souci, c'était son comportement aussi, tu vois. Il n'était pas prêt à faire tous les sacrifices, un peu comme un Eden Hazard, tu vois. Ouais. Il aime bien manger des burgers, vivre sa petite vie, et il a son petit talent. Et d'ailleurs, j'ai été chez le coiffeur il n'y a pas très longtemps. Chez Mathieu Nice, Chez Match Nice. D'ailleurs, j'ai un beau dégradé. on va lui envoyer la facture de 10 balles. Mais du coup, j'ai rencontré un ancien ami à moi, footballeur, et à l'époque, il était vraiment tout le monde disait il va percer, il jouait dans notre équipe. Et actuellement, bah, il n'a pas percé. Et il était vraiment en mode ah, Amine, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux sociaux. Et à l'époque, moi, je n'étais pas un grand joueur de foot, je n'étais pas le meilleur. Et tout le monde me vannait un peu. C'est normal, frère. t'es Voilà, nul. tout le monde me vannait un peu dans l'équipe et tout. Et là, maintenant, je me suis dit, ah, waouh, entre guillemets, la roue a tourné. Le gars, il était là, il m'a dit, je te jure, j'étais heureux d'un côté. Le gars, il est venu, il m'a dit, Amine, ça va, j'ai vu ce que tu fais sur les réseaux, les Diables Rouges, les si, c'est trop bien, félicitations. À l'époque, on se serait pas dit que.
Je dis, ouais, mais moi, dans ma tête, je Je m'étais disais dit que... Une revanche sur la Putain, vie, c'est sur ce stylé, dont hein. on avait parlé. Ouais, ça m'a fait plaisir. Et, Après, et le puis foot, c'est voilà. normal, t'es nul. Hein. Écoute, on n'a pas tous la chance d'être fort au foot, mais bon, on a d'autres talents. Écoutez les gars, je voulais parler avec vous de votre voyage à Dakar, au Sénégal. Vous en aviez parlé au précédent épisode. Comment ça a été au final? Je sais que Mason m'a dit, là-bas c'était assez modeste, vous dormiez sur le sol carrément. Ah ouais, on a dormi sur le sol à la fin, ça va. Ouais. Ouais, juste. Ouais, écoute, en fait, si tu veux, ce qui se passe, c'est que le Sénégal, c'est un retour aux sources à chaque fois. Et l'idée, c'est de s'éloigner un peu de tout ce qui fait 99% de notre temps dans notre vie, donc tout ce matériel, tout ce superflu, etc. Et en fait, on s'est rendu compte cette fois-ci que c'était un peu déconstructif comparé aux fois précédentes, parce qu'on avait, malgré que ce soit du repos ces quelques jours, on a des impératifs pro. Et en fait, on ne pouvait pas assurer nos impératifs pro par manque de confort. Donc en fait, je pense que c'est la dernière fois qu'on le faisait de cette manière-là, parce que oui, c'est bien de faire le retour aux sources, de dire qu'on n'a pas changé, etc. Mais quand c'est plus en phase vraiment avec la réalité, au bout d'un moment, il faut dire les choses. Oui, on a changé, tu vois. On a besoin de ce confort, on a besoin de ce genre de choses, on a besoin de super bien dormir, on a besoin d'être en bonne température, on a besoin d'un super Wi-Fi. On a besoin en fait d'être dans un bon endroit parce que 99% du temps, on l'est en fait. Ouais, c'était les deux problèmes principaux. Hein. Ouais. Vraiment, le Wi-Fi qui avait pas. En fait, il n'y a pas une pièce pour bosser. Et ce truc, Ouais. on est toujours allé dans des hôtels, dans des trucs. Mais à Dakar, les embouteillages, c'est n'importe quoi. Et le sommeil, genre dormir dans une pièce à bonne température, confortable. Donc, et puis en fait, on travaille tellement qu'en gros, on peut pas rester off pendant 48 heures. Quoi. C'est impossible de rester off pendant 48 heures sans avoir à délivrer quelque chose ou parler avec quelqu'un. Quoi. Et vous avez lancé un business là-bas? Vous en avez parlé la dernière fois. Comment ça s'est passé du coup sur place? Voilà, on a lancé une entreprise, du coup, Nona Dakar. Et derrière, elle commence donc le 1er février. Du coup, on devait attendre le conteneur qui devait arriver le 3, mais bon, ça commence déjà. Le conteneur arrive donc le 14. L'idée, en fait, c'est de commencer à développer une activité à Dakar. Et ce qui est vraiment hyper intéressant, c'est que là, on recommence à zéro. Pas de réseau, pas de contact. On a un peu de moyens financiers, mais ça sert à rien parce qu'en fait, avoir beaucoup d'argent et que tu sais pas où l'allouer ou le placer, c'est juste fait pour le perdre. Et en fait, c'est vraiment recommencer from scratch. On sait pas comment faire une entreprise, mais j'ai réussi à le faire. Il m'a fallu 1 an. Bon, j'étais pas focus à 100% sur place. C'est en 3 voyages que je l'ai finalisé. Ouvrir un compte bancaire, c'était une aventure aussi. Faire le suivi des fonds. Enfin bref, il y a beaucoup de choses qui sont des aventures et du coup, c'est marrant de recommencer comme ça au début. Et derrière, ça montre encore une chose qui est essentielle pour moi et qui pour moi est la chose la plus importante d'un entrepreneur, un carnet d'adresses, quoi. Les contacts, c'est trop important. Franchement, on s'est accroché aux peu de personnes qui ont bien voulu écouter notre projet et qui du coup avaient l'air d'être pertinents pour pouvoir nous aider à le développer. Mais franchement, je reviens là-dessus, essayer de faire un projet sans contact ou sans savoir comment ça se passe, pour moi, c'est comme jouer au casino, quoi. Enfin, c'est remettre ton succès à de la chance, quoi. Et alors, le business en Afrique, c'est quelque chose que vous conseillez ou pas? Justement, on a vu plein de choses, plein d'opportunités. Et chaque fois qu'on y va, on a plein d'idées, tu vois, parce que tu vois comment tout se passe là-bas. Et un truc qui m'a choqué, c'est un type qu'on a rencontré. Parce qu'en gros, il y avait une membre du mastermind qui était venue, comme tu disais, et elle avait perdu son bagage. Et du coup, dans son bagage, il y avait un AirTag. Et au bout de 2 jours, la compagnie aérienne, elle répond pas. Bref, elle trouve pas son bagage. On se dit, on part à l'aventure, on va retrouver le bagage. Oh my god. Et on voit qu'il est dans un quartier pas ouf de Dakar, le bagage. Oh. Ouais. Donc, on monte dans la voiture, on y va et tout. C'était à 30 minutes de l'hôtel, un truc comme Vous ça. êtes parti à combien? À 3. Mais Waouh, moi, ok. Ouais. Mais Solide. en fait, Dakar, c'est pas une ville Non, c'est pas une ville dangereuse, tu ouais, vois, ok. genre, il y a pas. c'est pas gang. Mais bon, le quartier était pas ouf. Tu vois, genre, on arrive dans un quartier pas ouf et tout. Puis, à l'endroit où on s'arrête, où il y a l'AirTag, on voit la maison. C'est une belle maison. On se dit, ah, ça va, tranquille. Donc, Marvin, il sort, il toque à la porte. Moi, je reste, j'essaie de le faire sonner, trouver un truc, voir si on peut pas le localiser plus précisément. Bref, ils répondent pas ou ils sont pas intéressés. Et on se dit, on fait le tour de la maison. Donc là, je sors, Marvin il sonne à toutes les sonnettes et tout. Il y a une dame qui descend, elle commence à... En fait, c'était des bureaux. Et en gros, elle dit, oui, ici, c'est une société de tourisme C'est ou une je sais pas start-up. quoi. Ah Une ouais, c'est une start-up. start-up. Mais ils ont un rapport avec le voyage. Ouais, voilà. Donc elle dit, oui, les bagages, c'est quelle compagnie? Ah, ok, alors il faut aller marcher là-bas pendant 5-10 minutes, nanana, je sais pas quoi. Je dis, bon, ok, on va bouger et tout. Et puis au moment où on s'en va, il y a un deuxième gars qui descend. Moi, je vais le voir, ce gars-là, et je lui dis, hey, vous avez pas vu un bagage, vous savez pas s'il y en a dans l'immeuble. Il montre le AirTag qu'il est là et tout. Il savait même pas ce que c'était un AirTag, les gars. Et du coup, il dit, regardez là-bas, peut-être, ils font des trucs avec les bagages et tout. Et puis on voit un panneau poulet en chair ferme. Ouais, Avant, c'est une chair à on voit poulet, un un vieux truc comme ça. KGB, tu vois, genre Trop bizarre. bizarre avec Une une boucherie, camionnette quoi. devant. Tu Et vois, le genre, bagage était dedans? et donc on regarde
Et puis on voit derrière la porte, il y a 2 gars et genre une centaine de valises comme ça. Non. là. Ouais, les, mecs, si. les mecs, ils sont là débordés avec leurs papiers, ils sont en train de noter, ils préparent leur tournée pour aller livrer les bagages et tout. Et en Non. gros, le bagage était là, mais il allait être livré dans 3 jours, quoi, à ce rythme-là. Et vous l'avez pris alors? Et on a Ouais, pris on le l'a bagage là. Mais en gros, ce qui m'a choqué dans ce truc, c'est que le gars, il a un business qui cartonne de ouf, Ouais. mais il fonctionne de manière archaïque. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de rentabiliser au maximum la productivité de son business, justement, je sais pas, moi, en utilisant les outils qu'on utilise par exemple avec Freshio pour organiser les tournées de livraison, faire en sorte que, il nous disait comment est-ce qu'il prépare les tournées de mémoire, genre de ce qu'il se souvient des quartiers de Dakar et tout, et du coup Oh il my commence God. à noter et tout. Alors que, il y a des outils qui te permettent de vraiment créer une map en fonction du trafic en temps réel et qui te permettent de livrer de manière la plus efficace possible. Et ouais, le gars, il reçoit je sais pas combien de dizaines, centaines de bagages par jour des compagnies aériennes. Et voilà, quoi, il est surbooké, il n'arrive pas. Et des opportunités comme ça en Afrique, il y en a plein. Et Où, il cartonne. en fait, et pour moi, c'est ça les vraies opportunités de business. C'est quand la demande, elle croule et la seule difficulté, elle est opérationnelle parce que c'est déjà tellement dur de tout gérer. Si en plus, il faut générer de l'attraction, générer de la demande, il y a tellement de business où la demande, elle croule et il faut juste se placer et délivrer correctement. Et voilà, quoi. Aucune difficulté selon vous? Parce que moi, par exemple, j'ai été Si, au il y a de la Maroc. difficulté. Ouais, parce que moi, j'ai été au Maroc il y a 2 mois, aussi dans l'optique de voir dans le côté digital, communication, vidéo, comment ça se passait là-bas. Et j'ai rencontré plein de gens, mais la vraie difficulté, c'était dans les mentalités. Parce que la mentalité est vraiment totalement différente, que ce soit ici ou en Afrique. En fait, le vrai problème de l'Afrique, et je parlais du Sénégal parce que je connais pas tous les pays d'Afrique, c'est le manque de structure. Il n'y a pas de structure en fait. Et les gens sont livrés à eux-mêmes. Mais qu'est-ce que ça donne des gens livrés à eux-mêmes? Bah ça donne par exemple le Sénégal. Où tout est déstructuré, tout va dans tous les sens, des gens ouvrent des commerces sur la rue, les gens traversent au milieu de la rue, les gens ne respectent pas les feux rouges. Et en fait, il n'y a rien. Mais il ne faut pas en vouloir aux gens. En fait, il y a un manque de structure et tout le monde s'en fout parce que dans ce chaos, il y a quelques personnes qui arrivent à retirer du coup leur épingle du jeu et du coup on laisse le chaos. Alors ce qu'il faudrait, bah, de toute façon, l'Afrique fait partie des pays qui n'ont pas été... Enfin, l'Afrique, pardon. On va prendre le Sénégal. Ça fait partie des pays qui ne sont pas industrialisés. Et tous les endroits dans le monde qui n'ont pas été industrialisés, bah, manquent de process. Et vu que ça manque de process, bah, en gros, ça crée un chaos. Et dans ce chaos, c'est compliqué du coup de faire quelque chose de bien, quoi. Super, bah écoute, merci en tout cas à vous deux pour ce partage de votre voyage. Je sais que vous avez été en famille là-bas et je voulais un peu parler avec toi, Marvin et Mason aussi, parce que tu m'as dit quelque chose, Marvin. Tu m'as dit, tu aimerais parler du jour où tu as dit à ta maman que tu allais acheter la maison cash. Ouais. Explique-moi un peu ce jour-là, c'est un moment important pour toi. En fait, je repensais à ça en parlant avec ma mère et tout. Et c'est vrai qu'en gros, si tu veux, avec ma mère, on a une relation très conflictuelle. Pourquoi? Parce que je suis plus souvent en fait dans notre relation à la place de parents qu'à la place d'enfant. Et du coup, ça crée en fait un gap où ma mère elle dit mais reste à ta place d'enfant. Et moi je dis mais non parce que les actions que tu fais là, elles sont pas dignes de tout mon parent. Et du coup en gros on se dispute comme ça tout le temps. Et en fait à la fin c'est elle qui a raison parce que c'est moi qui dois rester à ma place d'enfant et pas prendre la place d'adulte, tu vois. Et du coup en gros on était dans une de nos unièmes disputes, tu vois. Et derrière en fait je me rappelle c'est que si tu veux moi quand j'ai lancé Freshio, ce qui était compliqué, enfin mon plus gros challenge c'était qu'en fait j'avais mon CDI temps plein. J'avais du coup les sous de côté que j'avais mis 30 000 euros de côté pour racheter la maison. Et en fait, du coup, on attendait un jugement pour du coup pouvoir racheter la maison. Et du coup, le jugement, je me rappelle, ma mère, elle m'a dit, écoute, vas-y, lance-toi, c'est pas ton combat de toute manière. Et du coup, c'est comme ça que j'ai lancé Freshio en fait. Parce que ma mère m'a dit, vas-y, de toute façon, en gros, on verra au pire. Mais moi, je me disais, putain, c'est quand même beaucoup quoi. Enfin, j'ai mes 5 frères et ma mère. Et en Tu te gros, considérais un peu déjà comme le chef de famille? bah, vu que j'étais la source de revenus principale, malgré que c'était que 2000 euros, bah ouais, techniquement, je me disais, il faut bien que quelqu'un contribue quoi, à la maison familiale. Et Mason, toi, tu considérais Marvin comme un peu le chef de la famille ou pas? Bah, ça a toujours été mon grand frère qui s'occupait de moi, tu vois. Et puis, bah, quand notre père est parti, ma mère, elle travaillait beaucoup. Mais en vrai, c'est Marvin qui s'occupait de nous, tu vois. Donc, Ok. en vrai, chef de famille, je sais pas, mais enfin, un grand frère, tu vois. Mhm. Et du coup, en gros, pourquoi je reviens sur ça, c'est pour mettre un peu de contexte. Et en fait, du coup, on était dans une décision en fait, de justice et Freshio, mon aventure entrepreneuriale, s'est lancé à ça. Et ma mère m'avait dit, lance-toi. Et ce qui s'est passé, c'est que 3 ans plus tard, eh ben, en gros, la décision de justice n'était toujours pas sortie. Et je me rappelle que ma mère pensait qu'elle était sortie. Et elle me dit, enfin, elle m'appelle, elle me dit, écoute, on vient de me donner
du coup la possibilité du coup maintenant d'acheter la maison et est-ce que tu peux acheter. Et je me rappelle que c'est la première fois, en fait, je venais de recevoir une grosse somme d'argent et c'est la première fois que je fais un screen bancaire de mon compte et je l'envoie à ma mère et je dis de toute façon maintenant la maison je peux l'acheter plusieurs fois. Et ça c'était, je pense, un des moments les plus marquants où je me suis dit purée, là c'est tout le travail qui a été accumulé en une fois et où ma mère elle s'est sentie mais tellement rassurée, elle s'est dit mais en fait c'est bon ma maison maintenant, tu vois. Et je me suis dit que c'était marrant de partager ça parce que en fait quand on a commencé l'entrepreneuriat avec Mason, on s'était dit il faut que du coup, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps et que la décision peut tomber à tout moment, il faut absolument qu'on fasse X centaines de milliers d'euros en très peu de temps. Et du coup, ce qui est assez marrant, c'est qu'on n'a pas réussi à le faire en 12 mois, mais en 18 mois. Et derrière, quand ma mère en a eu besoin, on a pu le faire, quoi. Donc c'était cool. C'est une belle histoire que tu partages là parce que c'est un beau message pour les gens qui nous suivent aussi. Yes. C'est un beau message d'espoir qui a le mérite d'être partagé. Les gars, je sais que pendant votre voyage, vous n'avez pas tant utilisé les réseaux sociaux que ça. Et Mason, toi, tu n'es pas très actif sur les réseaux, non? Non, plus pour l'instant. Ok. Mais tu as eu une période où tu étais assez actif. Ouais, au début que j'ai commencé, ouais, j'aimais bien partager. Ok. Ben moi, j'avais une petite question pour vous. Quel est votre rapport avec les réseaux sociaux? À quelle fin vous les utilisez? Pourquoi? Et ouais, voilà. Expliquez-moi un peu tout ça. Moi, j'ai toujours, en fait, dès que j'ai commencé à voir ça comme une assurance. Je me suis dit, je partage ce que je fais, je partage mes résultats, je montre un peu le lifestyle et au cas où il se passe un truc, bah, je sais pas, j'ai cette assurance, j'ai des contacts, j'ai une carte de visite, j'ai un truc, tu vois, je pourrais m'en servir pour truc. Je pense que c'était un peu aussi, je me mentais à moi-même pour pouvoir dépenser, justifier mes dépenses en mode, ah, c'est pour les réseaux, je vais pouvoir rentabiliser et tout. Mais ouais, et puis de là, depuis 2 ans, j'ai commencé à arrêter de les utiliser avec le projet NFT parce que juste j'avais trop de taf et j'avais pas le temps d'alimenter les réseaux ni l'envie, tu vois. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai complètement déconnecté des réseaux, du moins en tant que producteur et même en tant que consommateur où en vrai, je vais Non, franchement, pas tu tant gères que bien, ça. Quoi? Tu gères bien en tant que consommateur. Ouais, je vais pas tant que ça dessus. Et en fait, quand tu te déconnectes, se remettre dedans, c'est compliqué, tu vois, genre, parce qu'il y a tellement de négatifs, il y a tellement de trucs, et au final, je me dis aujourd'hui, là, je crois que je vais recommencer à faire du contenu, tu vois, bah, justement, avec le podcast, le truc et tout. Mais ouais, consommer, je crois que je vais plus retomber dans la boucle. D'ailleurs, TikTok, je suis quasiment jamais sur TikTok, quoi. Genre, je dois faire peut-être 1 heure par semaine TikTok, c'est quand toi tu m'envoies, ou Amine, ou je vois un truc passer, mais ouais. Et vous avez pas, enfin, toi en tout cas, tu n'as pas l'impression parfois d'être déconnecté? Franchement, en fait, ça, je pense que c'est comme la télé. Comme les gens qui disent, ouais, si tu regardes pas le journal, tu vas être déconnecté et tout. En vrai, tout ce qui se passe sur les réseaux, tu parles avec des gens qui sont Ouais, sur c'est les vrai. réseaux, tu sais. C'est grave. Les trucs importants, tu vois. Moi, je suis pas sur les réseaux, tu as parlé de Miss France, tu as parlé de trucs. Et puis en vrai, tu passes 30 minutes sur les réseaux, tu vois tout ce qui se passe, hein. Les trucs les plus connus, ils remontent, les gens, ils en parlent. Donc, non, je suis pas du tout déconnecté. Ouais. Et toi, Je suis pas Marvin? aussi à jour que tout le monde, tu vois, mais... C'est même pas utile en fait. Mm. Ça. Non, moi je pense que les réseaux, franchement, je pense que c'est ma deuxième plus grosse addiction derrière la food. Parce qu'en gros, je passe énormément de temps. La nourriture pour tous ceux qui n'ont pas pris Ouais. anglais à l'école. Comment ça, Amine? Tu traites notre communauté d'incultes? Tu crois qu'ils savent pas parler anglais? Non, c'était pour la blague, hein. On est des gens fun, il faut faire des Oui, petites les vannes. gars, attaquez Amine dans les commentaires. Suivez-moi sur Instagram, c'est meilleur pour moi. Toi aussi, tu vas m'envoyer 10 balles pour la pub. Non, moi, les réseaux sociaux, addict, comme la nourriture au final. Mais en gros, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai des périodes où je peux pas les utiliser pendant. En fait, j'ai vraiment la même gestion que la nourriture. C'est que j'ai des périodes comme je fais en nourriture où je peux rester 16 heures sans rien consommer. Et après, quand je suis en période où j'ai rien à faire, où je suis en vide, pas que j'ai rien à faire, mais que mon cerveau n'a pas envie de faire des trucs difficiles et qu'en gros, j'ai envie juste de me stimuler avec des trucs faciles, je peux consommer du réseau, mais moi, je peux consommer énormément. Enfin, mon temps de téléphone par jour, déjà rien que WhatsApp, il doit être à minimum 5-6 heures par Ouais, jour. mais WhatsApp, tu considères pas ça comme un réseau. Et c'est vraiment majoritairement du professionnel taf, pour tu vois. toi. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, je passe trop de temps sur mon téléphone et j'aspire à, comme disait Mason, en fait, en vrai, 1 heure ou peut-être 1 heure et demie parce que bon, j'ai beaucoup d'impératifs, mais il y a moyen de gérer ton temps comme ça mieux. Et du coup, en gros, ça m'empêcherait. Je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aimerais bien remettre dans ma vie, déjà, à partir de demain, je reprends le sport au moins 3 fois semaine parce que là, j'ai arrêté depuis tout le mois de décembre. J'ai mon coach et tout, mais bref, j'ai fait, cette année, j'ai pris 48 fois l'avion, je crois, 47 Mhm. fois. Je crois que dire 48 kilos. Moi aussi, j'ai eu Non. peur. J'ai dit, ça se voit pas. Non, cette année, j'ai pris 48 fois l'avion et c'est très compliqué d'avoir un mode de vie. C'est très compliqué d'avoir un mode de vie en fait lié, un mode de vie sain, gérer son Écologique en entreprise. sueur. Ouais, les écologies, sont sûr, effectivement, ouais, c'est très. Mais
Franchement, j'ai passé une très belle année, mais c'est vrai qu'en gros, c'est très compliqué d'avoir un mode de vie, genre de tenir bien en vie, de gérer son entreprise correctement, de gérer son poids correctement, gérer sa famille, tout ça. Et c'est vrai que j'ai laissé un peu tomber la partie du coup réseaux sociaux où je sais que ça me domine et la partie du coup santé aussi où j'aurais bien voulu être un peu plus en shape. Et donc, ouais, et j'aimerais bien remettre un peu de lecture dans ma routine parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'en gros, beaucoup d'infos qu'aujourd'hui sont recyclées sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je prends mes infos sur les réseaux, alors qu'ultérieurement, je prenais mes infos pas dans les livres parce que j'ai jamais été un gros lecteur, mais dans des podcasts bien nichés, tu vois, bien techniques. Et aujourd'hui, même dans les podcasts, je les trouve un peu pétés. Et en gros, du coup, je me dis que peut-être le seul moyen d'aller rechercher de l'information correcte en dehors d'Ultra Cash, ça serait donc dans les livres. Et du coup, j'aimerais bien remettre quelques feuilles, quelques pages, en fait, entre guillemets, par jour, pour ne serait-ce qu'avoir un peu d'informations nouvelles et juste renettoyer un peu mon cerveau avec des informations correctes. Donc voilà pour les réseaux. Je pense que c'est la meilleure manière d'apprendre. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la majorité des choses que moi, personnellement, j'apprends, c'est dans des livres. Parce que le format est tellement décorrélé de tout ce qu'on voit, dans la rapidité, etc. Franchement, les gars, les meufs, lisez à mort. Ouais. S'il y a un sujet qui vous intéresse et dans lequel vous voulez apprendre, outre les vidéos, les formations, les trucs et tout, la meilleure manière de vraiment creuser un sujet et de devenir bon là-dedans, c'est lire, quoi. Vous pensez pas que lire un livre au lieu, par exemple, d'écouter un podcast ou une vidéo qui résume le livre, c'est pas plus pertinent, histoire de perdre moins de temps? Parce que quand tu lis, personnellement, moi, je prends énormément de temps quand je dois lire. Alors ça, c'est un petit conseil pour les auditeurs. À l'ère où l'information est omniprésente, je vous conseille, à la place de prendre beaucoup d'informations et de rien retenir, prenez plutôt un tout petit peu d'informations, genre dans un livre, parce qu'on oublie que quand même, les gens qui font des livres, ça demande tellement plus d'efforts que de faire du format short vidéo ou sur un truc que tu as lu et tu as envie de donner ton avis. Donc les livres restent une source sûre d'informations. Alors je vous dis pas, et moi-même je suis pas un très grand lecteur, de commencer à vouloir lire 3 livres par semaine, ça n'a pas de sens. Mais lisez quelques pages d'un auteur ou d'un entrepreneur ou de même quelqu'un qui vous inspire pour donc prendre de son mindset et le développer dans votre quotidien. Mais tu vois, moi, personnellement, je lis pas beaucoup de livres, mais je les écoute. Parce que, comme je te disais, lire, ça me prend grave du temps. Et je pense que ça pourrait aider des gens. Ça de- prend pas plus ça prend de pas temps de plus de lire temps. que d'écouter. Hein. Moi, parfois, Attends. en écoute, je mets 1,5 et j'écoute en Mais en rapide. fait, il faut arrêter mais fais ça. les deux en même En temps. fait, faut arrêter quoi même d'écouter des livres en x1,5, en x2. En fait, on retient plus les infos. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas écouter 2 heures d'un truc en x2. Moi, je suis le premier à faire ça. Tu vois, tu connais ma manière de fonctionner et tout. Mais vaudrait mieux, on se pose 2 minutes, prends 15 minutes, lis 5 pages, retiens ce qu'il est écrit sur ces pages, mets-les en application et passe à l'information suivante. On prend de l'info, on prend de l'info, on prend de l'info, on prend de Il y a l'info. beaucoup de gens qui sont incapables de lire, hein, Marvin. Vraiment. Enfin, incapables. Ils savent Non. lire, mais ils vont Les gars, jamais prendre le Les gars, temps de... je vais t'expliquer un truc, Amine. de Il n'y a lire pas autant. moins scolaire que moi. Mais quand on t'explique que tu vas gagner de l'oseille en lisant des livres, je peux t'assurer que les 5 premiers livres que j'ai lus, c'était La loi de l'attraction, c'était le personnel MBA, c'était Plus malin que le diable, Lean Startup. Lean Startup Semaine de 5 et la semaine de 4 heures. Je peux t'assurer que franchement, lire pour moi, c'est un fléau. J'ai jamais lu aucun bouquin scolaire sur lequel il fallait faire les résumés et montrer que tu l'avais lu. Jamais, jamais. Mais quand on m'a dit que j'allais gagner de l'argent en lisant des livres, t'inquiète pas que j'ai commencé à lire. Alors, faut arrêter de oui, je peux pas lire. Tu peux pas lire parce que t'es faible, mais au bout d'un moment, il faut que tu prennes le dessus parce que si tu veux une vie qui va changer, il faut que tu fasses des nouvelles actions. Et si tu veux du coup un nouveau compte en banque, eh ben, fais des nouvelles actions. Et je sais pas si tu te souviens, Marvin, au début, il y avait des mecs dans les formations et tout. Je sais plus comment on les appelait ces types-là, mais c'est des types, tout ce qu'ils font, c'est lire des livres, écouter des formations, regarder des vidéos de motivation et ils font jamais rien. Ouais. C'est comment les appeler ces types-là? Je sais plus comment elle s'appelle. Mais ouais, faut pas devenir ces gens-là, quoi, qui font que, et c'est parce que tu as dit lire des livres mindset. Pour moi, quand je parle de lire des livres, je parle, je sais pas moi, de lire des livres. Ah, Moi, ils j'ai sont où vu nos le- Il est livres? en haut, Ouais. il est couché. Moi, Ok, j'ai mais vu par exemple. là il y a- Non, là, plus bas. Où ça? Là, ouais, à gauche, ouais. Ok. Passe à l'essentiel, The One Thing, il est bien. Ready Fire Aim, il est trop bien. $100 million leads, il est bien. $100 million offer. Je parle de livres vraiment, pas des livres mindset, quoi. Des livres plan d'action, comment Ouais. on monte une boîte, comment on la structure en fonction des étapes dans lesquelles tu es et tout. Et voilà. Et d'ailleurs, un truc que Hormozy dit, je sais pas d'où il vient, mais que vaut mieux lire 5 fois le même livre
que de lire 5 livres différents. Je te jure, c'est Ah, vraiment ça, plus. je suis d'accord, Il a ouais. raison. Et Ah. les gens n'ont pas la patience de relire le même livre, mais en fait, juste, vous éparpillez pas, quoi. Faites une chose à la fois. Si votre but, là où vous en êtes dans votre boîte, c'est de trouver des clients, ben, lisez un livre, un bon livre sur comment trouver des clients, par exemple, tu vois. Si vous n'avez pas encore de boîte, vous n'avez pas encore d'idées, vous cherchez à vous lancer et tout, ben, lisez un livre sur les idées, sur la création d'entreprise, la création de business, la création d'offres. Donc voilà. T'as raison, Mason. D'ailleurs, il y a un livre que je conseille à tout le monde de Carnegie, Comment se faire des amis. Je l'ai lu 5 fois. C'est le seul livre que j'ai lu 5 fois. Mais merci en tout cas d'avoir partagé tout ça. Les gars, moi, il y a quelque chose, j'ai trop envie de vous en parler. C'est la mentalité que Marvin m'a partagée à plusieurs reprises et il fait que me le répéter. Bon sens, long terme. D'où elle te vient, cette mentalité, cette façon de penser et quel impact elle a dans ta vie de manière générale? Ça doit faire partie, à mon avis, des seuls trucs que j'ai inventés. Parce que je ne trouve pas d'auteur, tu vois. Mais en fait, j'ai inventé un truc qui est logique, tu vois. En gros, si tu veux, à la fin, en fait, quand j'expliquais souvent des choses, les gens me disaient, ouais, en fait, c'est du bon sens. Ouais, en fait, parce que toi, tu vois toujours long terme. Et en fait, je te jure, je me suis dit ça. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais associer les deux. Et ça va s'appeler bon sens long terme. Et aujourd'hui, si tu hésites à prendre une décision pour changer de vie ou pour faire quelque chose, réfléchis à une chose. Est-ce que cette décision est prise avec bon sens et long terme? Une décision prise avec bon sens et long terme ne sera jamais regrettée. Je te mets le Marvin approuve dessus. Tu ne peux pas regretter une décision que tu as prise avec bon sens et long terme. Donc voilà. Et je trouve que si les gens intégraient ça dans leur quotidien, pour les trucs qui sont difficiles à faire, ben en gros, ils auraient une vie beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que j'aimerais bien, je répète toujours, bon sens, long terme, parce qu'en fait, souvent, le succès n'est qu'une affaire de bon sens et de long terme, parce qu'en gros, tu peux rarement regretter un choix que tu as. T'as déjà regretté un choix que tu as pris avec bon sens et long terme? Non, honnêtement, c'est vrai que depuis que tu l'as dit, à chaque fois, je réfléchis comme ça. Et comme tu dis, tu peux pas regretter. Mais c'est vrai que parfois, il y a des choix que tu as envie de faire. Et puis, quand tu réfléchis bon sens long terme, tu te dis, mais attends, là, théoriquement, si je peux pas le faire. Non. Mais ça te saoule et tu as quand même envie de le faire, puis tu hésites. Et puis, à Mais la après, fin, tu le peux le fais. faire, ça fait pas Oui. de toi une mauvaise personne. Mais Non, si mais- 10 sur 10 choix, t'en prends 8 que tu fais comme ça et 2 tu te dis, bon, allez, Hmm. je me fais plaisir en tant que jeune, ben, en gros, C'est ton cheat meal. c'est ton cheat meal, tu vois. Ouais. Mais si tu fais l'inverse, ben là, tu comprends pourquoi tu as plus de difficultés que les autres, quoi. Mhm. Mais Son, toi, t'as des lois comme ça que tu t'es créées ou que tu suis ou Moi, je crée pas de loi. aucune. T'as pas de loi. Ok. Et tu suis ce bon sens long terme ou rien à voir? De plus en plus, après, je sais pas du tout dans ma nature. Parce que la seule différence pour moi entre quelqu'un qui voit bon sens et long terme et quelqu'un qui le voit pas, c'est combien de risques est-ce que tu es prêt à prendre finalement, tu vois. Et ouais, je suis quelqu'un qui a tendance à prendre pas mal de risques, un peu trop, et du coup, je réduis, tu vois. Je pense que ouais, Marvin a clairement raison là-dessus. Si tu réfléchis avec bon sens et long terme, bah, tu as beaucoup plus de chances d'arriver à là où tu as envie d'aller. Ça va prendre plus de temps, mais tu as beaucoup plus de chances de réussite. Et en vrai, de vrai, c'est ce que je disais dans le premier épisode, je pense. Il faut pas vouloir être dans cette course, à vouloir aller trop vite et vouloir être multimillionnaire à 20, 21 ans, 22 ans, parce que tu as 0,001% de chance d'y arriver, en fait, tu vois. Et je préfère être sûr, m'assurer d'être multimillionnaire à 30 ans, plutôt que de vouloir tenter et de prendre des risques et au final, potentiellement, peut-être me retrouver avec rien, tu vois. Surtout qu'on parle pas du cimetière de ces gens. Bah, de ouf. En La fait, plupart des beaucoup de gens auraient pu devenir riches, auraient pu devenir successful, peut-être des patrimoines entre 2 et 10 millions d'euros sur 10 ou 15 ans. Et en fait, sous prétexte qu'ils ont été beaucoup trop audacieux au début, qu'ils ont mis un lot d'efforts qui était monstrueux, ils ont peut-être connu un petit up et puis un gros down, et ben ils ont totalement arrêté leur activité. Et ça, je trouve ça dommage parce qu'en fait, si tu avais réfléchi du coup avec un peu plus de bon sens et long terme, ben, peut-être qu'aujourd'hui, tu aurais beaucoup plus de succès. Et ces gens-là, en plus, vont décourager les autres à peut-être entreprendre. Et ça, je trouve ça trop dommage. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas un cimetière, il y en a deux. Il y a le premier cimetière qui sont les gens qui n'ont jamais réussi, c'est-à-dire les gens qui ont essayé, qui ont pris des risques et tout, qui n'ont jamais réussi. Mais il y a le deuxième cimetière qui est encore pire. Ouais. C'est les gens qui ont réussi un petit peu, voire un petit peu beaucoup, qui ont gagné de l'argent, qui ont vécu la belle vie et tout, mais qui n'ont rien appris parce que ils n'ont pas fonctionné avec bon sens et long terme, ils ont surfé sur des opportunités court terme, ils ont gagné de l'argent, ils ont cru que c'était fort et tout. Et après, ils se retrouvent avec plus rien. Et pire, il y en a qui se retrouvent, le troisième cimetière, ceux qui se retrouvent avec des dettes, d'impôts, TVA, fiscalité. Franchement, j'ai des histoires de fous, je peux pas raconter, mais des gens... D'ailleurs, Vas-y. D'ailleurs, il y a une autre loi de Marvin qui est en lien avec un peu ce que tu dis. On n'emprunte pas pour consommer. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette loi? Ouais, en fait, le crédit est bien, mais il est trop mal utilisé. Et en fait,
le crédit qui est utilisé pour pouvoir t'enrichir, il est bien. Le crédit qui est utilisé pour t'appauvrir, donc pour acheter des voitures, des montres, des voyages, des mariages, toutes sortes d'autres conneries, il faut surtout pas l'utiliser. Parce qu'en fait, ce crédit-là t'empêche d'avancer. Alors je sais qu'on a des frères musulmans qui nous regardent et qui, eux, utilisent le leasing. Pour moi, c'est une autre forme de crédit et ça dépend de l'histoire qu'on a envie donc de se raconter. Mais le crédit, encore une fois, pour l'enrichissement, il est top et il devrait être utilisé beaucoup plus souvent parce qu'un crédit qui est fait pour te développer économiquement, même quand tu dois le rembourser, en général, tu as de l'actif qui va avec. Si tu es vidéaste et que tu fais un leasing ou un crédit pour une caméra et que tu vas développer ton activité avec ça, c'est jamais perdu, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est au pire très vite rentabilisé. Et sinon, entre guillemets, tu revends ta caméra et tu n'as pas trop perdu. Un leasing sur une voiture, selon toi, c'est un crédit. Bien sûr. Ok. Mais Et en fait, tu fais pas de leasing sur voiture? Regarde les banques comme ils sont malins. Ils créent des produits par catégorie de personnes. Le leasing, oui, ça appartient à la banque. Mais le crédit, ta voiture aussi, elle appartient à la banque en vrai. Ok. Donc en gros, si tu payes pas, la sanction est la même. Si tu payes pas, la sanction est la même. Et- Et il y a des gens, et je respecte ça évidemment à 100%, qui prennent parti de par leur région, qui disent moi le crédit c'est no way, tu vois. Et ok, tu vois, genre c'est no way. Toi, Mine, tu fais partie de cette catégorie de personnes d'ailleurs. Ouais, on en a parlé ouais, au ouais, bien précédent sûr. épisode. Hein, Donc, j'ai réfléchi voilà. parfois, etc. Mais moi, je trouve que c'est dommage parce que c'est un levier. Et je pense qu'à la base, alors je suis pas du tout, et je vais pas rentrer dans les textes religieux, etc. Mais qu'en vrai, le fait d'interdire les crédits pour les gens, en fait, c'est plus sain que de leur laisser. Parce que trop de gens utilisent le crédit n'importe comment. Et le crédit, en fait, pour les gens, en fait, la majorité du temps, tu prends 80% des gens, ils utilisent le crédit pour s'appauvrir, à la place de pour s'enrichir. Donc je trouve ça sain, en fait, qu'à la base, ça soit interdit. Mais si tu apprends vraiment à l'utiliser correctement, c'est une machine d'enrichissement qui est monstrueuse. Je suis pas d'accord avec toi sur le fait que le crédit à la consommation est toujours négatif. Ok. Parce que tu peux, par exemple, en fait, tout dépend de comment tu utilises ton argent et comment tu gères ton cash. Mais par exemple, on prend l'exemple d'acheter une voiture. Pour moi, acheter une voiture et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ont des voitures, même des supercars, ils achètent en leasing ou à crédit. Pourquoi? Parce que c'est 200, 300 ou 400 000 euros qu'ils vont immobiliser dans une voiture. Pour eux, c'est beaucoup plus intéressant de les mettre en apport dans un bien. Et qui vont, ou dans un bien, dans un business, dans un truc, et ils vont faire avec cet argent-là, je sais pas moi, 20, 30, 40, 50%, tu vois, sur 1 an, 2 ans, grâce à leur business, au lieu de juste, en échange, ils payent 7% par an, tu vois, sur leur... En gros, ce que ça leur coûte d'immobiliser cet argent n'est pas rentable comparé à ce que ça peut leur apporter s'ils investissent correctement. C'est ce que j'allais dire et c'est pour ça qu'à un moment donné, je parlais de voiture. D'ailleurs, j'avais envie de parler de voiture aujourd'hui. Marvin, je sais que toi, tu as 2 Lamborghini. Bon, tu as d'autres voitures aussi, mais les 2 qui sont connues et montrées à tout le monde, c'est les 2 Lamborghini. Je voulais voir avec vous. Moi, je réfléchis peut-être dans quelques temps, j'ai un petit objectif financier. Si je l'atteins, peut-être que je me ferai un petit plaisir en tant que jeune. Tu vas acheter quoi Pardon? Tu vas acheter quoi? Ma ma première voiture que Marvin le sait, hein, j'ai en parlé beaucoup à l'époque où on vendait pas mal de choses ensemble. Je disais, si j'atteins ce palier-là, j'ai envie d'un C63 AMG S. Ou alors là, le niveau au-dessus, le S63 AMG. Ça, c'est les premiers gros plaisirs que j'aimerais bien me faire. Mais je sais que Marvin me l'a déjà dit, c'est pas des bons investissements. Et c'est ça que je voulais parler avec vous. Non. Alors, je vais donner un conseil à la jeunesse, parce que c'est un conseil en vrai qui s'applique à la jeunesse, c'est pas un conseil qui s'applique aux gens qui sont plus avancés. Je pense que sincèrement, si tu commences à travailler vers entre 18 et 23 ans, on va dire, que derrière tes activités fonctionnent bien, et qu'au bout, entre 5 et 7 ans, tu as envie de t'acheter ta première supercar, ok, tu vois. Genre, ça dépend toujours du parle du même flux. pas de supercar, je pense. Ouais, de ta première voiture. Ouais, pardon, ta première voiture de vois. sport. Par contre, en dehors de ça, et c'est pour ça qu'il ne faut pas suivre mon exemple, moi, mes voitures, c'est un outil marketing. Alors, elle est où la nuance là-dedans? Pour que vous compreniez et pour que je mette de la forme et du contexte dans ce que je suis en train de dire, avant d'être présent activement sur les réseaux sociaux, je n'avais pas de voiture. Enfin, si, j'avais une M2 à l'époque que dès que je me suis marié, j'ai revendu. Pour vous dire vraiment que voilà, c'était terminé, je suis sorti de ce scope-là. Ensuite, j'ai toujours eu pour rêve de m'acheter une Lamborghini, mais ça ne faisait pas de sens. Je vends des plats préparés, donc ça ne faisait aucun sens d'avoir une Lamborghini. Ensuite, je me suis dit, pourquoi pas en gros utiliser ces objets marketing pour du coup augmenter ma communication sur les réseaux et derrière organiser du coup
des events, avoir des infoproduits à vendre comme on a par exemple avec Lean Business, ou avoir en fait pouvoir créer en fait tout simplement un personnage et une communauté. Et si je n'avais pas Instagram, et ça je le répète de manière très humble, si je n'avais pas Instagram, je n'aurais jamais acheté de Lamborghini parce que ça n'a aucun bon sens. Aujourd'hui, les voitures ont été un avantage qui était hyper intéressant parce que je sais que pas énormément, mais beaucoup de jeunes peuvent aussi le faire, mais peut-être pas de la même manière que moi, mais des gens de mon âge peuvent se permettre d'avoir ce type de voiture. Mais je me suis dit que ça pouvait être un avantage concurrentiel par rapport au marché qui était intéressant parce que ce que j'aime entendre dire, moi ce qui me fait rire, c'est que j'entends ouais, beaucoup de gens qui vendent des formations de Lamborghini. Et moi ça me fait rire parce que je me dis qui en fait Qui en a vraiment qui a vraiment sa Lamborghini dans le pays concerné, donc en Europe. Tu vas même pas dire, on va commencer à attaquer. Qui a une Lamborghini perso en Europe et vend des produits sur Internet? Dis-moi qui, franchement, en francophonie, j'ai hâte de voir. Alors, je dis pas que je suis meilleur ou moins bien que quelqu'un par rapport à ça. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui ont des patrimoines immobiliers, des gens qui ont des trucs, etc. Mais quand je veux dire ça, c'est que acheter une voiture à 400 000 euros, c'est plus dur que d'acheter un immeuble à 1 million, tu vois, parce que ton effet de levier en banque, c'est pas le même, on te donne pas le même argent, tu vois. Et c'est ça que je veux dire, ça me fait toujours rire, parce que moi, je connais personne qui a ça en perso, en tout cas à mon âge et dans la vente de formation. Alors, je dis pas que je suis exceptionnel, rien à voir. Juste, entre guillemets, j'entends toujours, ouais, c'est encore un vendeur de formation avec Lamborghini. Oui, bah, effectivement, si tu les loues, effectivement, mais si tu l'as vraiment, très peu de gens les possèdent, quoi. Quelle voiture tu conseillerais à un jeune qui a accumulé, je sais pas moi, il a 100 000 euros de budget, il veut se faire un vrai plaisir. Une Porsche. Okay. Si tu veux te faire un plaisir vraiment et tu te dis, bon, je peux pas attendre Marvin, tes conseils, ils m'énervent, achète-toi une Porsche. Une Porsche, tu vas pas perdre trop d'argent. C'est une voiture qui se revile, qui part assez rapidement sur le marché. C'est une voiture qui va pas décoter. C'est une voiture qui va te faire rentrer dans une communauté aussi de gens respectables parce que les Porschistes, c'est une super communauté. Et donc voilà, quoi. Moi, je pense que je conseille vraiment la Porsche. Et toi, Messan, une voiture en particulier ou... Non, je pense que dans toutes les marques, il y a des modèles qui sont intéressants. Déjà, pas acheter neuf. Je pense que c'est la base, tu vois. Okay. Après, ça dépend. Il y a des modèles vraiment, si tu vas dans le haut de gamme, dans les supercars et tout, il faut acheter neuf parce que justement, là, tu fais l'effet de levier. La plupart des voitures, tu perds 15-20% direct dès que tu sors de la concession. Après, ça dépend, tu vois. Il y a toujours des nuances. Donc, vraiment, mais dans la majorité des cas, par exemple, la M2, elle a été achetée d'occasion, tu l'as revendue quasiment le même prix. Ouais, je l'ai acheté 51,5, hors taxe, hors machin, hors truc, et je l'ai revendue 43. Mais elle avait 70 000 km. Tu vois, vraiment avoir roulé avec. Et au final, ça fait 10 000 euros plus. Bon, après, il y a l'usure, il y a les trucs, il y a l'essence. Mais la M2, c'est pas si cher payé que ça pour 2 ans de La M2, kiff, c'était quoi. pas cher payé parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est un concours de circonstances. Je l'ai acheté à un super bon prix au Luxembourg. Je l'ai revendu en hausse des marchés, en fait, parce qu'il y avait plus de voitures au Covid. Et en gros, je me suis retrouvé en fait dans un bon time to market. Mais la M2, pour moi, c'est un choix random de pauvre. Pas par le choix du véhicule, parce que la M2 est un véhicule pour riches, tu vois, entre guillemets. Mais en fait, c'est une voiture qui décote, qui prend une claque monstrueuse, quoi. Et du coup, en gros, c'est un manque d'éducation et de connaissances qui fait que tu achètes ça. J'aurais pu acheter à l'époque une 1M, tu vois. Une voiture un peu mais plus si nichée. tu l'achètes après la décote. Ouais, si tu l'achètes après la décote, ça va. Mais là, c'est un concours de circonstances. En vrai, j'aurais pu la revendre 35, quoi, et perdre 20 000. Et 20 000. En fait, à chaque fois, ce que les gens comprennent pas, c'est que les décotes que tu prends avec les voitures, en fait, les gens se disent oui, j'ai juste perdu 15, j'ai juste perdu 20, j'ai juste perdu. Non, mec, tu as perdu 100 000 euros que tu aurais pu investir dans ton développement et qui, dans 2 ou 3 ans, en fait, des M2, tu en achètes comme ça, quoi. Easy. Et en fait, c'est ça que les gens comprennent pas, c'est que tu perds pas juste un peu. Tu perds, en fait, oui, tu perds l'argent, mais tu perds surtout ce que l'argent aurait pu te faire faire comme investissement pour développer ton activité, quoi. Donc, on n'achète pas de voiture. Et les Tesla, vous conseillez? Ouais. Pourquoi? Bah, parce que pour moi, c'est un bon équilibre. Tu as une voiture qui arrache, tu as une voiture qui est super technologique. Ce problème de Tesla, mais ça n'arrive plus à partir du moment où tu as la borne à la maison. Pour moi, la Tesla, c'est le meilleur moyen d'avoir une sportive. Bah, bon, elle fait pas de bruit, mais bon, voilà quoi, de toute manière. Les gars, c'est l'alarme. Et c'est l'alarme. Là, c'est le moment que j'attendais depuis le début, les amis. Ceux qui ont écouté et regardé l'épisode 2 savent que ces deux Gugus nous doivent un pitch. Ils nous doivent un pitch et c'est l'alarme qui nous dit, bah voilà, ils nous ont préparé un petit pitch sur l'entreprise qu'ils veulent parce que à l'épisode précédent, j'avais proposé 5 entreprises, des entreprises un peu rigolo, Rent Grandma, et puis ils devaient nous montrer comment ils allaient pitcher cette idée un peu ridicule. Mais ils se sont dit, Amine, non, j'aime pas ton idée, c'est un peu trop ridicule, mais semaine prochaine, on va faire un top épisode, on va pitcher une top idée qu'on apprécie, et on va donner le meilleur de nous-mêmes.
Alors voici nos deux prétendants qui vont nous pitcher chacun à leur tour l'entreprise de leur choix. Je te laisse démarrer, Marvin. Tu as le beau costume qui est prêt pour Je pitcher. suis obligé d'aider comme ça mon petit Je- frère, tu vois. je peux pense- pas le laisser, il voulait pas. J'ai oublié de préparer. Moi aussi j'ai oublié de préparer. Mais vous allez nous montrer votre Mais talent ouais. et c'est ça le plus important. Et on est très content que vous jouez le jeu. Merci à vous les gars. Qu'est-ce que tu vas pitcher, Marvin? Je pense que ce qui est important, je vais pitcher Fréchéo. Ah, Ok, j'allais trop bien. J'allais dire en plus, pourquoi tu pitches pas Fréchot? Je peux pitcher Fréchot, c'est pas un souci. Mais un pitch, ce qui est intéressant, et je pense que c'est là que les gens doivent prendre du contexte, c'est qu'un pitch, pour qu'il soit bon, il faut du coup que les éléments qui vont avec coïncident. Exemple, si tu vends du coup une opportunité de marché, il faut que tu aies du coup les calculs qui vont avec, etc. Et c'est vrai que là, pour un coup, un pitch, c'est pas un hasard où tu arrives et tu dis, oh voilà, j'y suis pas. Non, un pitch, ça se prépare pendant des jours, pas des semaines, j'ai envie de dire, mais des jours sûrs. Et ça se fait en test, etc. Tu vois, ça se fait un truc. C'est marrant parce que ça fait longtemps que j'ai plus pitché Fréchot, je pense depuis 2020-2021, parce qu'en gros, depuis, je cherche plus de fonds. Mais je peux du coup parler de ce qu'on fait. Pourquoi je pense que. Attends, je te mets un chrono. hein. Ouais. Je te mets un chrono, tu auras 30 secondes. Et c'est quoi le but de ce pitch en fait? Bah, c'est de vendre Fréchéo À des aux- investisseurs? Ouais, voilà, c'est Vas-y. ça. Dis-toi Ok. que à la caméra, et tu dois regarder à la caméra quand tu le fais, tu as peut-être, je sais pas moi, 50, 100 investisseurs prêts à investir s'ils Ok. apprécient ton idée. Tu as 30 secondes. Et puis, Mason et moi allons juger ton pitch. Et les internautes aussi, ben, les auditeurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui aura le meilleur pitch entre les deux. On y va. Marvin, tu es prêt? Je réfléchis. Ok, je te laisse 3 secondes. 3, 2, 1. C'est parti, Marvin. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 26 ans. Je suis donc CEO et fondateur de la société Fréchot. Fréchot est une société qui a commencé il y a maintenant 5 ans dans la cuisine de ma maman. Pour sortir quelques chiffres, Fréchot, c'est une société du coup qui a grandi à 100% chaque année, qui a actuellement un peu moins de 100 collaborateurs et qui représente 3% du marché belge. Fréchot est une société qui a donc une marge brute de 1%, une marge EBIT de 1%. Et aujourd'hui, en gros, ce que je veux vous proposer, c'est pour seulement 1 million d'euros, pouvoir du coup rentrer au capital et aller chercher du coup les 9% qui restent donc du marché. Fini, on a fini les 30 secondes. Eh Attends, ben, il y a que 30 secondes de pitch? ah oui, oui, Mais oui, arrête ah oui. de déconner, mais Amine. Amine, c'est Non, chaud. déjà- Ça y est, encore une fois, tu fais n'importe quoi. Alors là, attendez, pour quelqu'un qui a pas de moustache, c'est audacieux, hein, c'est audacieux. Non, plus sérieusement, il a bien fait ça en 30 secondes. Oh, je l'ai dit au c'était départ. court, j'ai même pas eu le temps d'expliquer Mais- aux Aves le ROI, comment on allait faire, pourquoi On a 1 dit 30 million. secondes, on n'a pas dit 30 Qui secondes. a dit Moi, et il a dit oui. T'as dit oui. Ouais. Voilà. Alors, bravo Marvin pour ces 30 secondes. Tu avais le choix d'aller dans différents actes. Tu savais que c'était une 30 secondes? Je savais même pas que c'est 30 Il me semblait secondes. bien, il raconte n'importe quoi ce mec. Alors, tu souhaites recevoir combien de secondes en plus? Je sais pas. Fais 1 minute 30 au moins. Ouais, 1 minute 30, c'est bien. Vas-y, continue, Marvin. Attendez, les amis, est-ce qu'on leur donne 1 minute 30 ou on leur donne pas? Ok, allez, 1 minute 30, c'est bon, on y va. Tu veux reprendre depuis le début ou on continue? Je te laisse 1 minute en plus. Choisis. Allez, 1 minute en plus. On est reparti. Attends. Ok. Donc, comme je disais, du coup, il reste 97% du marché uniquement en Belgique à prendre. Et la société a été valorisée, du coup, historiquement, en 2021, plus de 10 millions d'euros pré-money. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est pour, du coup, 1 million d'euros d'intégrer 50% du capital. Donc, je fais une décote de la société et je vous donne l'opportunité pour 1 million d'avoir accès à Fréchot. Est-ce que vous pensez du coup que vous pouvez accepter? Est-ce que vous pensez du coup que je vais avoir du mal à lever des fonds comme ça? Moi, honnêtement, je trouve que tu t'es bien débrouillé et ça se voit que tu m'étonnes. Tu connais bien ta boîte, mais t'en as pensé quoi, Mason? J'ai bien aimé, mais je t'avoue que j'étais occupé de De te faire préparer. mes devoirs. Bah, en fait, et c'est ça que je veux expliquer aux gens. Évidemment, tout ça est fictif et Bien aujourd'hui, on est bien au-dessus des 10 millions. Mais ce qui est important, c'est de retenir que les investisseurs, c'est pas des gens magiques ou c'est pas de l'argent magique, c'est des gens à qui vous offrez une opportunité de business. Si aujourd'hui je mets une décote de 80% sur ma boîte, tu vois, et que derrière j'offre 50% pour un prix qui est ridicule, alors que la boîte, bah, enfin, je veux dire, on est à 2 années de marge, en gros, ça n'a pas de sens, tu vois, de refuser. Et du coup, en gros, c'est juste proposer une bonne opportunité de business aux gens. Et c'est ça qu'il faut proposer aux gens. Bah, t'as bien fait ça, bravo et merci en tout cas pour Donc, voilà. d'avoir joué le jeu. Ah, c'était improvisé, là. Et de nous avoir partagé ces leçons précieuses. Je crois que c'est le moment qu'on attend aussi, c'est celui de Mason. Tu es prêt? Je suis prêt. Allez, bah let's go. Je te laisse 1 minute 30, c'est bon pour toi?
Si je dépasse, tu me coupes ou pas? Non, je te laisse. Ok. Si t'es intéressé, tu me laisses. C'est-à-dire, Ok. imagine, t'es un investisseur. Si t'es intéressé, tu veux connaître la suite, tu me laisses. Ok, ça va, je te laisse. Bon, les amis, on a parlé du Sénégal un peu plus tôt dans cet épisode. Et moi, ce que je vais vous parler, c'est des opportunités qu'il y a aujourd'hui en Afrique. Comme on l'a vu, nous, pendant notre séjour, et comme vous pouvez le voir si vous avez déjà si vous avez déjà voyagé en Afrique, si vous êtes familier avec comment ça se passe là-bas, en fait, le marché du business, en général, il est beaucoup plus en retard comparé à ce qui se fait en Europe et aux États-Unis. Ce qui fait qu'en fait, une analogie que j'aime bien, c'est est-ce que vous préférez jouer dans la cour des lions ou dans la fosse aux chats, en fait, dans la fosse aux lions ou dans la fosse aux chats? En vous lançant dans un business au Sénégal, bah, vous choisissez de jouer dans la fosse aux chats. Vous choisissez de jouer contre des gens qui n'ont aucune expérience au niveau business, qui n'ont pas les standards qu'on a en Europe, aux États-Unis, en termes de qualité de production, d'exécution, de productivité, etc. L'opportunité dont je vais vous parler, c'est quelque chose, il n'y a rien de plus simple. C'est quelque chose que tout le monde consomme, qui est dans notre quotidien. C'est le business, je crois que c'est un des business les plus vieux du monde, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un manque énorme d'approvisionnement en termes de fruits, de légumes et de plein de denrées particulières, mais principalement le piment. Pourquoi je vous parle du piment? Parce qu'on revient du Sénégal. Au Sénégal, les gens ils aiment manger épicé. Et il y a un problème principal qui est que les producteurs sénégalais n'ont pas l'argent nécessaire pour investir dans les infrastructures qui leur permettent de produire du piment toute l'année. Ce qui fait que pendant la saison des pluies, vu qu'ils n'ont pas l'argent pour faire construire des serres, on ne va pas en parler, mais avoir un crédit quand tu es sénégalais, c'est hyper compliqué parce que l'argent, le franc CFA est contrôlé par la France, enfin bref, on s'éloigne un peu du sujet. Tu es obligé de produire en plein champ et tu ne peux pas produire sur serre. Donc quand il y a la saison des pluies, tu ne peux pas produire, donc les gens ne prennent pas le risque. Et donc tous les grandes chaînes de magasins comme Auchan, Carrefour, etc., ils sont obligés d'importer de pays voisins, voire d'Espagne, des piments. Donc un point que je n'ai pas mentionné, c'est que plus de 70% des terres cultivables au monde se situent sur le continent africain. Malgré tout, on importe chaque année des milliards. Donc, on a un continent qui est le continent dans lequel il y a le plus de terres à cultiver au monde et on importe des milliards de cultures. Pourquoi? Par manque d'infrastructures. Monsieur, je suis fortement intéressé en tant qu'investisseur. Pourtant, voilà, vous avez donné 1 minute 30, ça fait peut-être 3 minutes. Si vous pouvez me dire Ça fait 3 minutes. Où est-ce qu'on va, quoi? Oui, dites-moi, parce que Franchement, c'est très bien. Hein, mais voilà, j'étais en train de allons me vers dire la fin, pareil. s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va? Ok. Ouais, en fait, les investisseurs, c'est simple. Où est-ce qu'ils posent leur pognon? À qui ils donnent leur pognon? Et combien il revient en combien J'aime de le temps? storytelling, mais Moi, si je veux voir des films, je vais au cinéma. Moi, Quoi. Oh Non, je rigole. Pyramide, tape là. Merci bien. Allez, au revoir le pitch. Et du coup, les gars, je pense qu'il y a un truc qui est intéressant quand même. Ah, si. Il a repris la Non, non. vedette, il est Il y a fort. un truc qui est intéressant quand même de se dire, c'est que tout à l'heure, je pense que j'ai dit une bêtise. J'ai dit oui, Fréchot vaut bien plus que 10 millions. Et en fait, c'est faux, parce que c'est selon mon appréciation à moi. Par contre, j'ai dit Fréchot vaut 10 millions. Et ça, c'est vrai, c'est déposé devant notaire en Belgique. Alors, on vous voit, les entrepreneurs qui racontaient n'importe quoi, comme j'ai pu le faire tout à l'heure. Et les amis, si votre valo n'est pas déposé devant notaire ou alors avec des fonds de venture capital sérieux, vous ne valez pas ce que vous dites. Vous êtes des menteurs, on appelle ça. Sur ce, C'est bon, c'est fini. Mason, C'est fini. tu as droit à 30 secondes pour clôturer. En tant Ok, bref, qu'investisseur j'explique. trader. Mais pour moi, un pitch, il y a 4 trucs. Il y a le storytelling, il y a l'équipe, le produit. Enfin non, il y a plus que 4 trucs, il y en a 6. Storytelling, équipe, produit, marché, chiffres, risque. Là, j'ai fait que la partie storytelling. En gros, l'opportunité de marché, c'est que en ayant un peu de cash et en investissant dans des infrastructures sérieuses comme des serres et en faisant de l'agriculture sous serre, principalement du piment qui est une denrée, je peux vous montrer les graphiques, etc., qui est en forte demande pendant la saison des pluies, puisque les agriculteurs locaux n'arrivent pas à la produire, il y a une énorme demande de la part de Auchan, enfin tous les grosses chaînes de supermarchés, même les locaux, pour consommer ça. Aujourd'hui, importer coûte plus cher que de acheter sur le marché local, donc vous pouvez vendre à des prix élevés, et voilà quoi. L'opportunité, c'est d'investir dans des serres de production de piment au Sénégal. Il y a une super équipe, les chiffres et les rentabilités sont super intéressantes, bien supérieures à ce qu'on peut retrouver en Europe dans le marché classique. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi. Honnêtement, il a été bon. Ça va. On peut pas. Non, il a été bon. Et moi, je suis pas ton grand frère, je te les donne. T'as été bon. Bien joué, bien joué. Je sais toujours pas combien je mets et combien je gagne. Hein. C'est vrai. Mais c'est normal, j'ai pas eu le temps de présenter les chiffres. Mais Mais c'est en- un des points les plus importants. Mais il faut que la Mais personne... c'est pas le point, c'est pas un des points, c'est le point le plus important. Non, pas mais que. si. Mais bien sûr que non, Marvin. Parce que si je te présente des chiffres de ouf, elle est où la crédibilité? Elle est où l'histoire? Il est où l'attachement? Non, non. Parce D'abord, que, tu je peux présentes te les présenter chiffres. des chiffres. Hein.
Non, tu présentes pas les chiffres en premier, tu présentes les chiffres Non, après. tu peux dois présenter les d'abord chiffres OK la après. personne. Mais ça dépend à qui tu parles. Si tu parles à des gens, si tu as 1 minute avec Elon Musk, tu vas lui parler de ton truc comme ça? Bah, Voilà. Je vais pas lui présenter Non. des chiffres. Elon Musk, il en a rien à foutre de gagner 10% sur son argent. Ah oui, il doit Et il vraiment devait en te avoir. filer à un gars là. Mais en tout Bah cas, non, les gars, faut que tu moi- lui parles avec Vas-y, l'émotion. regarde, si t'as une Les minute, humains si fonctionnent t'as- avec l'émotion. Eh ben, si t'as 1 minute avec Elon Musk, tu lui pitches ton truc comme ça. Bah peut-être beaucoup plus court parce que c'est trop long. Non, c'est Et 15... je le travaille non, de ouf. c'est 15 secondes de storytelling, 45 secondes de pourquoi tu dois mettre ton argent là et ton temps. C'est tout. Mais 15 secondes de storytelling, ça n'a aucun sens. Oui, mais c'est juste pour lui expliquer qui t'es, vite fait. Il s'en fout de qui t'es. Il veut juste mettre son argent et ça Mais va non, combien il Elon gagne. Musk, il veut pas mettre son argent. T'as pris Ok. un mauvais exemple. Bon, je pense qu'Elon Musk. ouais Bah ouais. Pourquoi? Mais qu'est-ce qu'il en a à foutre? Je vais pas être capable d'absorber ce qu'il est capable de me donner. Ça va lui faire gagner quoi? 20, 30, 40, 100 000 euros peut-être? Ce que je voulais te dire par là, c'est que quand tu as des personnes qui ont. Là, tu as pris exemple parce que nous, on a du temps. Mais prends un exemple qu'un investisseur, la plupart du temps, il n'a pas ton temps. C'est pour ça qu'il est investisseur. Ben, en gros, ça sert à rien de lui parler de ta vie pendant 15 minutes. Et Je non, suis pas d'accord. On a levé de l'argent justement en faisant une présentation qui était beaucoup plus non, longue, non, qui non, durait non, une non. heure. Vous avez levé de l'argent à des gens incompétents. C'est pas pareil. Du coup, en gros, Bah, oui, qui vous a pouvez dit qu'on devait raconter- lever de l'argent à des gens compétents? Mais non, mais vous avez levé de l'argent à des gens incompétents. Ouais, Du mais coup, qui a oui. dit qu'on devait lever de l'argent à des gens compétents? Bon, les gars, c'est ce qu'on appelle un petit débat entre frères. On est un peu emporté. Mais bon, Amine reprend. Bah voilà, c'était très sympatoche. Moi, j'ai tout vu. Hein. Ça, c'est waouh, il y avait des jets de verre, c'était incroyable. Mais en tout cas, les amis, c'est le moment de parler d'actualité. On l'a fait. Attends, d'abord, faut leur demander leur avis. Ouais. Oui, en effet, il a totalement raison. Mettez votre avis sur les deux pitchs. Quel a été le meilleur pitch? Moi, j'avoue que j'ai un petit faible pour l'un des deux, mais je vais pas dire lequel. Devinez, c'est lequel. Mais en tout cas, merci à vous d'avoir joué le jeu malgré le manque de préparation et la pression que je vous ai mis. Merci pour Mais ton ça m'a fait piège. plaisir. Merci pour ton piège, Amine. C'était pas mal. Ça a donné un beau moment. C'est vrai. Alors, les amis, au niveau de l'actualité, j'ai une petite actualité. Mark Zuckerberg a construit un complexe anti-apocalyptique. Je sais que vous l'avez vu, on se l'est partagé sur notre groupe WhatsApp. De 250 millions de dollars sur une île hawaïenne avec un bunker de plus de 400 mètres carrés, tout en dessous de la 39 terre. chambres, non? Dans son Ouais, deux 39 manoirs, chambres, 39 chambres. C'est une folie. Il y a un cinéma, il y a jacuzzi, bain moulant. Bain comment? Bah, remous. Bain remous, pardon. Il a dit bain moulant. Je déconne. Sacré Amine. Et du coup, ma question, du coup, il y a plein de gens qui s'inquiètent. Est-ce qu'il a des informations que le monde ne connaît pas encore? Et au-delà de ça, moi, je voulais savoir avec vous, quelle folie feriez-vous si vous étiez milliardaire? Est-ce qu'un bunker, c'est le genre de choses qui vous plaît? Ou alors vous avez d'autres petites folies? Moi, j'ai entendu, il y a des gens qui ont des circuits de voitures chez eux. Il y a encore d'autres folies, mais dites-moi. Amine, je ne pense pas que construire un bunker soit une folie. Ah ouais? Explique-moi. Mais t'as vu le monde dans lequel on vit? Et tu penses qu'à un moment donné, c'est utile? Bah, moi, je kifferais en avoir un. Franchement, si à sa place, j'en fais un. Même Oui, plus mais grand, pour y même. aller à quel moment? Quoi? Pour y aller à quel Si ça moment? chauffe. Mais frère, si ça chauffe. Si ton frère il t'embrouille comme il vient de t'embrouiller, tu vas dans ton bunker. Non, mais sérieux. Il y a plein de trucs qui se passent. Enfin, moi, en vrai, je kifferais avoir un bunker. Grave. Surtout un comme le sien, il a l'air trop cool. Ok, t'irais de manière régulière ou vraiment Non, s'il je se pense- passe quelque En fait, chose? je pense qu'il faut être prêt. Je pense que lui, à l'échelle où il doit avoir des infos. S'il y a des trucs qui se passent, un petit coup de fil. Il monte dans son avion, Hawaï, il s'enferme. Et voilà quoi. Électricité, ferme autosuffisante, il y a tout ce qu'il faut. Et toi, mais Marvin, tu ferais quel genre de folie si t'étais un milliardaire? Quel genre de folie? En fait, je pense que ton niveau de folie dépend des gens que tu connais, tu vois. Aujourd'hui, à mon échelle, j'ai déjà fait des folies, tu vois, entre guillemets. Alors qu'en vrai, aux échelles de gens, ils disent, mais t'as même pas dépensé d'argent. Ça dépend toujours avec qui tu traînes. Comme ça, j'ai pas de fantasme en particulier sur une dépense. Parce que toutes mes futures dépenses, j'ai déjà bien dans ma tête, tu vois. Et du coup, en gros, je sais que à partir de ce niveau-là, tu vois, tout ce qui dépassera aussi, ça sera du superflu et du bonus. Et pour lequel, entre guillemets, j'aurais acheté, mais pas parce que j'aime bien spécialement, mais juste parce que j'ai peut-être un nouveau groupe social et du coup, il y a besoin d'avoir des nouveaux objets d'appartenance sociale, comme de l'art ou des choses un peu plus abstraites. Mais donc, ouais, j'ai pas de trucs en tête comme ça. Je me dis, et puis les trucs que je vais acheter, il faut pas être milliardaire. Il faut être un bon 100 millionnaire, tu vois, mais pas un milliardaire. Tu veux pas t'acheter une île ou Ou tu dois pas être milliardaire pour t'acheter une île. ça coûte combien une île? Je sais pas, Ça il dépend. y en a 1, 2, 3 millions, je crois. Ah ouais? Ouais, bien sûr. On va s'acheter des îles, hein. D'ici 5 ans, c'est le projet alors. En parlant Pour faire quoi d'île, En parlant d'île, ouais. quelle parfaite transition! Et c'est bien pour ça que j'ai parlé d'île. Il y a une J'avais autre pas info. remarqué.
T'es vif, t'es vif. Non, il y a une autre info dont on parle depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est Jeffrey Epstein, donc milliardaire américain qui s'est fait beaucoup de contacts dans la jet set américaine avec des stars, des politiques, des personnes dans le monde des affaires également. Il a été accusé de plusieurs crimes sexuels sur mineurs. Il a été arrêté en 2019 pour exploitation sexuelle de mineurs et association de malfaiteurs. Alors, il a été en prison. Il s'est suicidé un mois après, à l'âge de 66 ans. Tu veux rajouter quelque chose? Ah, Il s'est suicidé. il a acheté une île. Il a donc acheté une île dans les Caraïbes, renommée l'île de la pédophilie. Qui a appelé ça comme ça? Le journal, monde je crois, le complément médiatique, d'enquête ouais, ou c'est quelque ça, chose le comme ça. monde médiatique. Ça donne un peu une C'est idée. Little James, non? L'île, normalement, qu'elle s'appelle. Je pense bien, oui. C'est ce qui donne un peu une idée de ce qui se passait là-bas. Il faisait venir, paraît-il, il faisait venir des stars pour s'amuser sur cette île de la pédophilie. Les amis, est-ce que vous n'avez pas peur qu'un jour, l'argent vous monte à la tête? Moi, personnellement, non. Par contre, en fait, ce qui se passe, il y a deux points sur lesquels j'ai envie de rebondir. Le premier, c'est il y a combien de Little St. James qu'on connaît pas? Ah ouais. Parce qu'en gros, ça quand même, ça fait flipper. Et le point numéro 2, ce besoin-là, il n'est pas venu que de lui. Donc, comme je toussais de manière un peu ironique quand je disais qu'il s'est suicidé un mois après, je pense que si ce mec s'était pas suicidé, avait commencé à parler. Je pense que là, il y aurait vraiment pu avoir un sacré effondrement économique sur pas mal de choses. Où, je sais pas, tu apprends qu'un mec comme Bill Gates, ou peut-être d'autres, malgré que son nom est déjà sorti, sont dans ce genre d'endroit, les actions, enfin, bref, c'est une catastrophe, quoi. Et en fait, ça rebondit sur un point qui est pas le niveau de folie des gens, parce qu'en vrai, je pense que tout le monde a le même niveau de folie. Il y a des gens qui sont juste fous. Jusqu'à des gens, malheureusement, avec le revenu économique, on les autorise pas à devenir fous, tu vois. Ou alors on les autorise à faire des À dingueries, exprimer leur folie. ou à exprimer leur folie de manière autant, on va dire, organisée. Parce qu'il y a des gens qui font des folies, mais avec très peu de moyens, comme il y avait l'autre Jeffrey Dahmer, je crois, tu vois. Donc, Jeffrey Dahmer. décidément, c'est un prénom évité, Jeffrey. Et donc, je pense que ce qu'il faut reprendre surtout, c'est que les besoins des humains, en fait, sont fous de base. Comme l'a dit Mason, on est assez primitif à la base. Et que le fait d'avoir autant de moyens te permet d'assouvir des besoins qui sont totalement fous. Et que le fait, en fait, qu'ils soient totalement dingues, c'est que c'est pas ce mec-là qu'il faut blâmer. C'est que c'est une organisation. Donc, en fait, ils sont plusieurs à faire ça. Et du coup, en gros, comme je disais, il y en a combien qu'on connaît pas. Mais surtout, en gros, ce qui est fou, c'est que, genre, en gros, ça avait l'air d'être normal pour eux d'utiliser des enfants et toutes sortes de choses pour assouvir leurs besoins. C'est là que tu te dis qu'il faut pas, je pense pas qu'il faut les juger, parce qu'il y a beaucoup de gens qui les mettent en mode ouais, c'est des monstres et des monstres et des monstres. Mais un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que juger des personnes sans être dans leur situation, et là ils sont beaucoup, c'est pas un gars tout seul, toi, qui t'a fait une dinguerie, ils sont beaucoup de personnes, tu vois. Il faut prendre du recul et essayer de savoir comprendre pourquoi, pour ne plus jamais que ça se reproduise surtout. Parce que c'est ça qui est grave en fait. C'est essayer de comprendre. Parce que les juger, oui, mais ça va nous amener nulle part. Mais essayer de regarder, comprendre, et surtout pour plus jamais que ça se reproduise, un drame pareil. Parce qu'on ne parle pas du nombre peut-être de mamans qui ont perdu leur fille, de gens qui ont perdu leur sœur. Enfin, c'est une scène, c'est un truc qui est horrible, c'est horrifiant, tu vois. Mais juger pour juger, je pense que c'est pas constructif. Essayer de comprendre et de plus jamais, entre guillemets, arriver dans ce process-là, je pense que c'est important, quoi. Mais Son, j'ai envie de t'entendre sur un sujet que tu m'as envoyé via WhatsApp. Ouais. Logan Paul. Oh. T'as envie d'en parler? Bon, non, je t'ai juste envoyé comme ça. Je me suis dit, c'est un truc dont on peut parler. Je sais pas si on a déjà parlé dans le podcast. Non, on n'en a pas encore parlé. Donc, c'est Logan Paul et sa marque Prime de boissons. Il a dévoilé qu'ils ont généré 1,2 milliard de dollars. Insane. Ce qui est complètement. C'est la première fou. année, non? Ouais, c'est ça, exactement. Donc moi, ce que je voulais voir avec toi, Mason, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est un génie du marketing? Toi qui es aussi dans le marketing, comment tu le vois? Pourquoi tu rigoles, Marvin? Pourquoi tu ris? C'est trop marrant. T'as dit. Explique. Toi aussi qui es dans le marketing. Non, mais c'est vrai. C'est comme si je t'ai dit toi aussi t'es dans T'es le là foot comme- et on parle de Ronaldo. Arrête de déconner. Ouais, c'est vrai. Mais ça change pas mon propos. Toi qui es aussi dans le marketing, j'ai envie de t'entendre. Je sais pas. Non, moi, ce que je trouve intéressant avec ce fait, c'est pour ça que je te l'ai envoyé, c'est parce que ça démontre quand même la puissance de l'influence aujourd'hui. Bien fait. Ouais, bien fait. On a deux mecs qui font des vidéos dans leur chambre depuis, enfin dans leur chambre et pas que, parfois dans des bois.
Purée, maintenant tu viens de nous blacklister Logan Paul pour le podcast. J'ai pas rigolé à cette blague, Logan. Logan, I didn't love to this joke. I don't agree. Depuis un moment, aujourd'hui, ils sortent une marque de boisson qui a des résultats. Je sais pas ce que ça donne en termes de rentabilité comparé Bah, à des mec. grosses marques, tu vois, telles que Vu le goût de la boisson, je peux Fanta, t'assurer que c'est Coca, rentable. ce genre de truc. Mais c'est des mecs qui sortent de nulle part. Ils sponsorisent Arsenal, ils sponsorisent quelle autre équipe de Première Ligue, je crois. Barcelone, ouais, aussi, le FC donc Barcelone. des trucs. Et Bayern je Munich. crois qu'Arsenal, c'est un contrat à plus de 150 millions, tu vois, Mhm. par saison. Donc c'est un truc de ouf. Et ouais, je trouve ça fou. C'est pour ça que je t'ai envoyé. Genre aujourd'hui, l'influence et la puissance des réseaux sociaux permettent de devenir milliardaire. Les plus jeunes milliardaires actuellement sont des gens qui ont leverage les réseaux sociaux. Il y a Logan Paul, il y a Mr Beast. il y a MrBeast, il y a Kylie Jenner, il y a Huda Beauty, il y en a full quoi. Enfin full. Après, il y a des gens dans la tech qu'on connaît juste pas et qui ont des. Mais en fait, la différence entre les C'est- créateurs de contenu. C'est pas la même richesse. Hein. Non, c'est ce que j'allais dire. La différence entre les créateurs de contenu en général et on va dire les start-upers, c'est qu'en général, les créateurs de contenu, c'est beaucoup plus liquide, quoi. Ouais. Donc, ça, je pense. C'est pas des valorisations qui sont décorrélées des revenus Voilà, que génèrent les entreprises. Hein. je suis d'accord. Ouais, c'est totalement vrai. Bah, merci en tout cas d'avoir partagé. Et maintenant, c'est un des moments qu'on attendait aussi le plus depuis le T'as début de teasé l'épisode. trop là, c'est bon. Non, honnêtement, c'est toi, tu me l'as teasé trop depuis. Moi, j'ai Ouais, envie de ouais, savoir. c'est- Donc là, c'est toi, peut-être la chute est nulle. Ça, on va le découvrir. Mais ce qui est intéressant, c'est le début, tu vois. Genre... Bah, vas-y, La explique-nous chute ce est qui s'est pas- passé. Tu veux que je raconte aussi comment j'ai corrompu un policier au Sénégal? Ah, vas-y, ah, elle est Ah, trop bah, marrante. raconte cette avant, anecdote. alors. Vas-y, elle est trop marrante. Du coup. Vas-y, attends, je raconte en premier alors. Vas-y, ok. Ok. Attendez, laquelle Mais est la meilleure des anecdotes? La scène est plus marrante. Ok, alors à la c'est pas- fin. Non, c'est Ouais, parce ouais. que moi, je la raconte de manière plus Ok, marrante. tu nous expliques. Vas-y, Messon. Non, en gros, on est au Sénégal. Et puis, je crois qu'on est. Ouais, c'est vers la fin du séjour, un truc comme ça. Il reste 2-3 jours. Et puis, on est le matin, j'ai mon téléphone qui sonne et tout. Et je regarde, j'ai un ami qui est aussi mon voisin. Je lui avais laissé mes clés pour qu'il fasse passer la femme de ménage pendant que j'étais pas là. Et donc, il devait donner les clés à la femme de ménage, arranger le rendez-vous. Je lui ai dit, si tu peux me gérer ça, c'est top. Et donc, il m'envoie un message, il me dit, urgent, appelle-moi. Appelle-moi, c'est urgent, je sais pas quoi. Et donc, je l'appelle. Et il commence à me raconter, ouais, du coup, la femme de ménage, elle est passée ce matin, mais il prend du temps à me raconter. Comme s'il avait un truc grave à m'annoncer, tu vois. Et donc, il me dit, ouais, la femme de ménage, elle est passée ce matin. Et il me raconte tous les détails, alors que ça sert à rien. Tu vois. Elle est passée ce matin, elle est venue chercher les clés, après, elle est descendue, elle a essayé les clés et tout, ça marchait pas. Mais elle n'arrivait pas à ouvrir ta serrure. Et là, je lui dis, bah oui, mais t'as essayé la clé rouge. Je dis, oui, attends. Du coup, elle a essayé toutes les clés et tout, ça marche pas. D'abord, elle trouvait pas ton appart. Il me dit, d'abord, elle trouvait pas ton appart. Bref, elle a essayé les clés, ça fonctionne pas. Du coup, moi, je descends et tout, j'essaye les clés aussi, et ça marche pas. Et il me dit, et je voulais pas regarder, mais en dessous de ta porte, je vois un papier. Et du coup, et il met du temps à me raconter parce qu'il veut pas me dire qu'il a regardé le papier, truc et tout. Mais bref, il regarde le papier. C'était un papier de la police. Et donc, il y avait un papier de la police en dessous de ma porte. Déjà, là, il me dit ça. Je me dis, putain, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un papier de la police en dessous de ma porte. Et en gros, il commence à me dire, je crois. En plus, il me dit, je crois qu'ils t'ont perquisitionné. Je crois qu'on a perquisitionné ton appartement, etc. Et je sais plus s'il me le dit ou si je le vois après. Mais il me dit, ouais, pour une affaire de stupéfiants ou je sais pas quoi. Je me dis, what? On m'a perquisitionné pour une affaire de stupéfiants. Du coup, je comprends pas trop là. Je suis pas là-dedans, je vous rassure. Tu sais que notre mère a quand même eu un doute. Ma mère, elle est venue me voir, C'est quand même elle m'a bizarre, dit, cette histoire. elle m'a dit, c'est quand même bizarre l'histoire avec ton frère. Et tout. J'ai dit, Pourquoi ça lui arrive qu'à lui ce genre de ouais, truc? j'ai dit, maman, t'es sérieuse toi? Mais bref, du coup, je lui dis, mais envoie-moi une photo du papier. Enfin, j'ai envie de comprendre qu'est-ce qui se passe et tout. Et donc, il prend le papier. D'abord, là, il était remonté chez lui et tout. Pendant 10 minutes, moi, je sais pas ce qui se passe. J'entends qu'il y a une histoire de stupéfiant qu'on m'a perquisitionné mon appart. Je commence à me faire des films. J'imagine les perquisitions dans les séries et tout. Mon appart retourné parce que je sais qu'il n'y a rien chez moi. Donc, je me dis, ils ont tout, à tous les coups, ils ont tout retourné pour trouver quelque chose. Ils ont commencé à casser mon canapé, regarder dedans et tout. Et bref, il m'envoie 10 minutes après le papier. Et je commence à lire le papier. Je vais vous lire le papier. Hop. Sacré Messon, il a sorti le Sacrée papier. histoire. C'est quoi? Papier de la police Un alors? papier de la police, ouais. Ok. Alors, il y a deux faces. Il y a la face avant et il y a la face après.
Je peux pas vous donner tous les détails de l'histoire parce que c'est une enquête qui est toujours en cours. Oh, le criminel! Oh, la facile. Il aurait dit la facile. Ah bref. ouais, mystérieux le gars. Donc, et en fait, pendant ce temps-là, qu'il m'envoie le papier et tout, j'en discute avec mes frères et tout, et ils commencent à me dire, ouais, pas possible, ils se sont trompés. Ils se sont trompés, à mon avis, ils devaient aller dans la porte à côté et tout. Donc je vois le papier, le premier truc que je vois, c'est qu'il y a bien mon nom et mon adresse. Et il est marqué invitation à être entendu. Et dans le rush, je lis pas tous les détails. Après, il y a un détail important que je vais vous dire. Invitation à être entendu, monsieur, nanana, prière de vous présenter, muni de la présente invitation au bureau de police à telle heure, telle date. Nous vous demandons de respecter strictement l'heure de la convocation. Si vous ne pouvez pas être présent, blablabla. Vous serez entendu sur les faits, vente de stupéfiants. 1. Vous ne pouvez pas être contraint de vous accuser vous-même. 2. Vos déclarations peuvent être utilisées comme preuve en justice. 3. Vous pouvez demander que vos... Bref, il m'énonce mes droits, quoi. Et il vous est conseillé de donner suite à la présente invitation. Et puis je retourne la feuille. Monsieur, votre appartement a été perquisitionné. Vos clés se trouvent au commissariat de police. Nanana. Veuillez vous présenter pour récupérer vos clés. Ils ont changé ta serrure. Et ouais, du coup, ils ont forcé ma porte, changé ma serrure et mes clés étaient... c'est pour ça que la clé ne fonctionnait pas. Et du coup, bref, là, c'est le moment où je sais pas ce qu'on va couper ou pas parce que je sais pas ce que je peux raconter. J'arrive au commissariat. Du coup, pendant 2 jours, je panique, quoi, parce que j'essaie d'appeler le gars et tout. Moi, je suis au Sénégal. Et le gars, je l'appelle et on a découvert en même temps, excuse-moi, j'interviens, que Dakar était une des plaque plus grosses tournante de la drogue. Et du coup, parce que moi, je lui ai dit au gars, oui, je suis à l'étranger, etc. Je me dis à tous les coups, il savait que, je sais pas, j'étais à l'étranger. Je comprends rien, en fait. Je commence à me faire plein de films dans la tête parce que j'ai rien à faire dans une affaire de vente de stupéfiants. Pourquoi est-ce qu'on me perquisitionne mon appart, quoi? Genre, c'est même pas, on m'a envoyé un courrier, on m'a appelé, non, on a tout fouillé chez moi, on a changé ma serrure. Genre, je peux même pas rentrer chez moi. Et donc, bref, je commence à envoyer un mail au gars, à l'inspecteur, j'essaie de l'appeler et tout. Et je lui énonce le fait que je suis en vacances, etc. Tu vois. Et le gars, il est super calme par email, il me répond, nanana, pas de souci, monsieur, nanana. Je sais pas quoi, là, je me dis. Là, tu stresses, Alors, hein? Moi, je lui dis, je suis sûr, c'est un truc pour te faire revenir. Mais ouais, parce que je suis à l'étranger, tu vois. Je me dis, s'il y a vraiment un truc grave et tout, je vais arriver à la douane en Belgique, on va m'arrêter à l'aéroport. Je jure qu'on pensait à l'aéroport, on pensait qu'on Je te jure, je passe la douane à l'aéroport, je suis stressé, tu vois. Je me dis, qu'est-ce qui va se passer? En plus, au moment où je rentre, je mets mon passeport et là, rien qui se met. Il Non. n'y a rien qui se met, il y a la barrière qui s'ouvre. Là, t'as du stress. Normalement, il y a une flèche verte, tu Mhm. vois, sur les smart gates et tout. Il n'y a rien qui se met, il y a la barrière qui s'ouvre. Je commence à regarder autour de moi. J'avance, je vois pas Marvin. Et puis je sors et c'est bon, je suis passé à la douane. Mais bref. Imagine une équipe du SWAT là qui se Mais oui, Ouais. c'est ça. Du coup, je vais faire court. Je rentre, j'arrive en Belgique, il se passe rien. Juste le gars, il me dit venez, nanana, je sais pas quoi. Donc le matin même, je cherchais mes clés. Et là, je rentre dans mon appart. Et heureusement, ils ont très bien fait leur travail. C'était pas le bordel de ouf. Ils ont ouvert quelques cartons, trucs. Mais d'ailleurs, le gars me l'a dit, on a essayé de faire propre, etc. Ils ont été très respectueux, donc merci la police belge. Et donc, bref, je vais au commissariat après à 14h, parce que, ou 13h, bref, j'y vais un peu plus tard. Et puis, le gars commence à m'expliquer les raisons pour lesquelles je suis là. Et je sais pas ce que je peux raconter ou pas. On verra, on coupera. En fait, raconte pas tout. Tu dis juste qu'en gros, t'étais pas en fait. En gros, fait, ouais, il y a t'étais un pas le point mec. que j'avais pas vu sur la feuille, Ouais. qui est que je suis auditionné en tant que témoin / victime. Ah. Et j'avais pas vu ce point-là sur la feuille, tu vois. Mais C'est pour ça pourquoi, qu'il était calme avec toi, en fait. Bah ouais, parce que Ok. j'étais pas un suspect. Et donc, bref, je suis impliqué indirectement. J'ai rien à voir là-dedans, mais on va dire que en gros, j'habite dans une tour, il y a un parking. Mon badge de parking pointe vers mon appartement. Il y a un badge qui a été utilisé dans une affaire de trafic de drogue qui pointe vers mon appartement. Ils ont bien vu sur les caméras de surveillance, c'était pas moi. Il y avait quelques éléments qui étaient un peu suspicieux, du genre pourquoi est-ce que je me gare pas au moins 3 qui est ma place de parking et je me gare au moins 1, genre je sais pas, enfin bref. Et donc c'est pour ça que quand il m'a expliqué l'histoire, je dis ah ok, je comprends, tu vois. Et puis bref, ça s'est super bien passé. Le gars, on a discuté, je lui ai expliqué ma version des faits et enfin, je pense qu'il m'a cru. Moi, je suis pas encore en prison et puis je lui ai juste réexpliqué la vérité et ça s'est bien passé et puis voilà, on est là quoi. Ok, eh ben, honnêtement. Plus de peur que de mal. Ouais, plus de peur que de mal. Et surtout, qu'est-ce qu'il l'a bien vendu. Tu me l'as teasé, mais moi, je croyais que t'étais un grand criminel. J'ai eu peur et tout. Mais à Bah, la je serais fin. pas là si j'étais un criminel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Allez, Je serais derrière très les bonne barreaux. anecdote. Encore. Merci. Dernière anecdote, Marvin. Ah, ah, mais du coup, c'est moins marrant. Enfin, c'est plus court en gros que celle du Ouais, c'est Mason. pas grave. Elle est C'est vraiment- bien. Elle est vraiment beaucoup plus courte. Du coup,
on est donc... faut savoir que le Sénégal a plusieurs villes phares. Et du coup, on part à Sali, qui est plus ou moins à 1h30 de Dakar. Et du coup, en gros, on part avec la voiture de ma tante. Et du coup, après avoir petit déjeuner... Ah non! Oui, après avoir petit déjeuner, on allait à la forêt de Bandia. Donc, c'est une forêt, en fait, là où il y a les lions, avec mes petits frères. Et donc, en gros, de la route de Sali à Bandia, il y a un contrôle de police. Juste avant qu'on arrive en plus. Juste avant qu'on arrive. Et on était pile poil on time, quoi. Et du coup, le policier nous arrête. Je lui dis, bah voilà, on va vers Dakar. Pour donc, entre guillemets... Putain, je bug. On va vers Dakar pour, entre guillemets... Non, on va vers la réserve. On va vers la réserve de Bandia. Mais je lui dis, on n'a pas beaucoup de temps pour y aller. Et donc, de là, il me dit, ok, ça va, mais montrez-moi les papiers du véhicule. Donc, je lui sors mon permis, je lui sors la carte d'assurance et je lui sors le papier d'immatriculation de la voiture. Et puis là, le gars, il me regarde, il fait, ça, c'est le truc typique du Sénégal. J'essaie toujours de trouver un truc. Et il me fait, les vitres teintées, elles sont pas vraiment sur la carte grise, tu vois. Mais en vrai, elles sont Les vitres jamais... teintées à l'arrière, même pas à l'avant. Ouais, hein. ouais, à Les vitres l'arrière. teintées à l'arrière ne sont pas sur la carte Elles grise. sont pas mentionnées sur la carte grise. Je vais aller inspecter. Je vais aller inspecter. Et là, tu vois le gars, il se met derrière la voiture. Il se met derrière, du coup, sa voiture, qui est derrière, en gros, la mienne. Et il va se cacher un peu comme ça, tu vois. En mode, bah oui, il va se mettre dans une situation où il est en plus en rapport de force. Et donc, voilà. Puis il y a son collègue qui dit, monsieur. Je dis oui. Il me dit, mon collègue là-bas, il vous attend. Et je dis, bon, bah ok, ça va, j'y vais. Moi, je sais du coup qu'il va me demander de l'argent. Et là, je me dis, faut que je fasse un truc trop marrant. Et en gros, si tu veux, je retire l'alias que j'avais et je prends genre un billet de 1000 et un billet de 2000 francs. C'est l'équivalent de combien en euros? 5 euros. Ah, Les ok. deux billets, 3000 francs, 5 euros. Deux billets de Ok. 3000 francs, tu vois. Et du coup, en gros, je garde mon truc dans ma liasse dans ma poche gauche parce que je me dis, on sait jamais s'il est vraiment genre déter, là, je vais devoir payer. Mais sinon, je vais tenter un bluff, tu vois. Et j'arrive et tout avec à droite et tout. Et ce qu'il y a de bien, c'est que je suis jamais habillé de manière ostentatoire. Donc en gros, ça c'est quand même un truc qui est assez confortable, surtout pour ce genre de situation. Et du coup, On n'avait j'arrive. pas une grosse voiture. Non, on n'avait pas une grosse voiture. On avait un 4x4, mais rien d'ostentatoire, quoi, tu vois. Et du coup, on arrive et tout. Et il me regarde, il me fait bon, vu que vous allez vers Dakar, je vais essayer de faire rapide. Mais les vitres teintées qui sont pas mentionnées sur le véhicule, ça va pas aller. Et je dis ah bon et tout, monsieur l'agent. Et il me dit, et je fais vraiment le miskin, quoi, le gars vraiment débordé par la situation. Mais je dis, mais je comprends pas, je lui ai donné mon permis, je lui ai donné la carte grise, tout en or, non? Oui, mais vous savez que normalement j'aurais pu immobiliser le véhicule. Oh, ouais, il est chaud. Pour des vitres teintées, j'ai dit, waouh, il est chaud ton cousin. Et du coup, en gros, je suis là et tout. Et il me dit, vous avez pas 6000? Et je le glisse comme ça dans la conversation, il me dit, vous avez pas 6000? Je regarde, je fais 6000, mais je suis monsieur l'argent, c'est beaucoup d'argent. Attendez, je lui dis tout ce que j'ai dans les poches. Et là, je prends ma poche, tu vois. Et je lui dis, voilà tout ce que j'ai, monsieur l'agent. Est-ce que c'est assez? Et genre, je fais tomber le billet, tu vois. Les 3000, hein. Oh, punaise. J'ai tombé les billets. Et lui, il les ramasse comme ça, il fait, vous avez pas 6000? Ah ouais, il les voulait vraiment. Et moi, je dis, non, je suis désolé, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, là, je peux même plus manger. Et du coup, encore, ouais, Ah, tu l'as bien pitché. Ouais, tu me Là, voles. t'as bien fait Tu ça. me voles. Du coup, je vais même plus manger et tout. Mais si vous voulez, je vais à Dakar. Je reviens. Il me dit non, c'est bon, allez-y. Mais la prochaine fois, il faut donner 6000. Ah, Mais pas tu sais mal. pourquoi? On a appris, en fait, avec notre cousin, le salaire moyen au Sénégal est de 60 000 francs CFA pour les 100 policiers. 100 euros. Donc le gars, en fait, qui te prend 6000, c'est normal. Enfin, j'ai pas envie de dire qu'ils sont corrompus et que c'est normal, mais si, en fait. Enfin, en gros, au bout d'un moment, il doit nourrir ses enfants, il risque sa vie. En soi, sincèrement, c'est des gens très gentils. Il n'y avait rien de truc, oui, ils demandent de l'argent, mais en fait, tu sais comment ça marche dans le pays, quoi. Donc, voilà, c'est juste dommage, mais en fait, s'ils étaient payés plus cher, il n'y aura pas ce problème-là, quoi. Donc c'est que le problème ne dérange pas tant que ça. Eh ben, Donc, merci voilà. beaucoup Marvin pour cette anecdote qui nous a mis le sourire pour terminer en beauté ce podcast. Amine, cet j'ai envie de épisode parler 3. d'un dernier truc. Vas-y, je te Je laisse. trouve qu'on n'a pas assez parlé de ma tenue. Et pourquoi je suis habillé comme ça? Ah, Bah ouais, c'est vrai. Bah moi, je t'ai dit que t'étais vraiment beau dès Parce le départ. qu'on a parlé de la boîte de nuit, mais on n'a pas parlé du concert que j'ai fait avec le roi. Avec le roi. Ben oui, j'étais en Explique-nous. concert avec le roi. Explique-nous. Eh ben, écoute, dans la même semaine, j'ai été en boîte de nuit, mais j'ai été aussi en concert avec le roi. Et il y avait beaucoup de gens, hein, Premier ministre, enfin des CEO de grosses boîtes, etc. Et c'est vrai que je m'habille très rarement de ce type de manière, mais que de temps en temps, quand tu vas dans des endroits
où j'aime dire où les affaires se font réellement, eh ben, il faut absolument être habillé en conséquence. Parce que je suis le premier à négliger mon apparence physique régulièrement sur l'aspect vêtements, mais je pense que c'est important d'être bien habillé. Donc dans ce genre d'événement. Et surtout, il y a un truc que les gens oublient, c'est que souvent on a tendance à penser que les affaires se font la semaine, alors que les affaires se font le week-end dans des maisons bord de lac à 10 ou 15 personnes, dans des clos très restreints, et c'est là qu'on fait les vraies affaires business. Donc voilà, c'est la fin de ce 3e épisode, les amis. Et on se va dans T'as pas une villa. anecdote de ce qui s'est passé, un truc un peu surprenant que t'as vécu, où tu peux pas. Malheureusement, Messan, tout ce qui se passe dans ce genre d'endroit doit rester dans ce genre d'endroit. Bah écoutez, Et c'est Mais- là que... Attends, excuse-moi, je dis un dernier je truc. vois, vous faites que me Non, couper. non, désolé. Et c'est là que tu vois, se joue la différence entre être personnage public et être personnage sur les réseaux sociaux, en fait. Et là, il y a des trucs, en fait, tu peux juste pas dire, quoi. Donc voilà. C'est moi, Mine, tu peux en prendre. Je peux Wouh, yeah. Non mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce 3e épisode. Et nous, on s'en va dans une villa au bord du lac pour un événement plutôt sympatoche.